Bonsoir, Gabriel de chez Earth Wolf Earthwolf Farm. J'ai tellement Farms. de la misère à le prononcer avec mon accent québécois cassé quand je parle anglais. Yes. Dis-moi, Gabriel, commençons par ton parcours. Je sais même pas c'est quoi. C'est chargé de projet, toi, ton titre, si je me trompe pas. Yes. Mais Chargé de projet. commençons par comment un Québécois, Gabriel Gagnon, s'est retrouvé à Whistler en tant que chargé de projet à travailler pour une compagnie qui fait des concentrés de la rosine de débile. Ça a été toute une aventure. Écoute, la première fois que je suis arrivé dans l'Ouest canadien, dans le fond, je travaillais dans des cuisines. Fait que moi, avant ça, j'étais chef. Je suis parti pendant un été cueillir des cerises dans l'Ouest canadien, la vallée d'Okanagan. Puis, quand est arrivé l'hiver, j'ai dit, hey, j'aime tellement la Colombie-Britannique que je veux passer l'hiver là. Fait que j'ai décidé d'aller à Whistler. Fait que ça a duré comme ça pendant une couple d'années. Le ski était écœurant. Le travail est bon aussi. Fait que je travaillais dans les cuisines, dans les hôtels. Puis, j'ai toujours été, comment on pourrait dire, alentour du legacy dans le cannabis. Fait que j'ai toujours un intérêt pour ça, surtout pour faire des edibles. Attends, juste avant, là, on va cueillir des cerises, on va faire du ski. Yes. Il n'y a pas eu de. On va trimer ou la saison de la récolte. Non, Non, ok, ok. écoute, puis ça a été vraiment, moi, je faisais mes propres muffins, mes propres brownies pour consommation personnelle, puis j'avais un intérêt pour le cannabis, mais c'était comme juste récréatif. Puis à un moment donné, j'ai eu un accident de ski, puis je me suis brisé dans ma cheville. Je ne pouvais pas marcher, puis j'ai eu une prescription de morphine. Ça allait vraiment pas bien, puis à un moment donné, il y a un ami qui est venu avec des edibles. C'est là que ça a cliqué. C'est là que j'ai fait, wow, hey, j'ai réussi à décrocher de la morphine. À travers les edibles, je mangeais des bons solides, 80-100 mg par soir. Ça me permettait de dormir, la jambe dans les airs. Puis, fait que depuis ce temps-là, ben, j'ai fait mes recherches, j'ai fait des cours en ligne, de A à Z, comment faire pousser l'extraction, faire des recettes. J'ai commencé mon petit livre de recettes, puis c'est juste tout récemment que j'ai rencontré Daniel et Brishna, qui sont les fondateurs de Earthwolf Farms, où le nom Earthwolf Farms, c'est notre brand et le nom de la compagnie, c'est Whistler Therapeutics. Donc, eux Whistler autres sont basés Therapeutics. à Whistler. Ouais. Ok, 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 ok. Un peu comme nous au Québec, on va connaître la compagnie Tribal, mais le nom de la compagnie derrière, c'est Canara Biotech, là, pour que le chat relate un peu. Et Exactement. dans le fond, tu as rencontré Brishna, qu'on a croisé brièvement tantôt, qui est passé dans le chat, qui trouvait que j'avais Oui, une belle casquette. exactement. Puis, Et moi, Daniel, je connaissais rien au bubble hash originalement. Je connaissais comment faire le hash traditionnellement, puis le dry sift avec la presse, la bonne vieille technique de la bouteille chauffée qu'on roule sur le cellophane. Donc, c'était toujours la méthode traditionnelle. Puis j'ai dit, écoute, moi, je connais rien au bubble hash. Puis on fait, ben, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas apprendre. Fait qu'ils m'ont donné des briques et des briques. Ils m'ont dit, tiens, fais tes devoirs. Fait que commencez à lire là-dessus. Puis, vous seriez surpris la quantité d'informations qui est disponible sur Internet. Puis, n'importe qui est motivé peut apprendre à faire du HA60. tu à 60%. Fait que t'as commencé par ça, t'as commencé à t'instruire puis à apprendre les processus. Ouais, fait que ça a commencé vers 2018. J'ai commencé à faire des cours en ligne. Quelque chose comme le Cannabis Training University, puis il y en a un autre aussi qui était le Nog School University, qui n'existe plus vraiment, mais c'est juste des petits cours en ligne qui donnaient des livres à lire, puis donnaient accès à de l'information. Puis en tant que tel, la formation, c'est pas vraiment ça qui va te déterminer, mais c'est ce que tu fais de l'information qu'il te donne. Donc, ce site-là m'avait donné accès à plus de 1000 livres informatisés, des e-books à propos du cannabis. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute cette banque de données-là, puis j'ai commencé à faire mes lectures.
Puis à partir de là, j'avais déjà une bonne base solide sur la science derrière le cannabis de ce qui était disponible en 2018. Donc, ça a déjà donné un avantage là-dessus. Après ça, c'est juste la passion qui embarque. Puis, ça fait juste les connaissances continuent à augmenter à tous les jours. OK. OK. Puis, de cette simple étape-là à être chargé de projet au complet pour la business, puis de... Fait que c'est. J'ai commencé chez Earthwall Farm, j'étais technicien. On a commencé, on a fait du On est en rosin à quelle année, partir ça, à de. peu près? C'est tout récent. On était une compagnie vraiment récente. On a commencé en 2020. Puis on a sorti notre premier produit à la fin 2020. OK, il n'y avait pas un passage, par exemple, vous aviez des permis seulement médicaux ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont commencé aussi dans ce domaine. Non. Ce qui arrive, c'est que les deux cofondateurs de Whistler Thérapeutique ont travaillé pour le médical pendant plusieurs années, donc au-dessus de 6 ans. Puis eux autres, c'est deux biochimistes de McGill à Montréal qui ont fait comme moi, qui ont déménagé dans l'Ouest. Puis eux autres, à travers le marché médical, ils ont fait des recensements, des recherches, des études pour faire le développement de produits, puis de commencer des recherches médicales à travers pour le cannabis. Donc, eux autres ont travaillé pour Whistler Medical Cannabis, WMMC, pour une couple d'années. Puis après ça, quand ils se sont séparés, quand ça a été acheté par Aurora, eux autres se sont séparés, puis ils ont fondé Whistler Technologies et Whistler Thérapeutique. Puis, si je me trompe pas, si je me souviens bien de la rencontre, excuse-moi de t'interrompre, Vas-y. avec vous deux à Toronto, avec Brishna, pardon si je prononce pas bien, mais elle a étudié, elle, à McGill, à Montréal, avant d'aller Oui, travailler là-dedans. exactement. OK. Donc, Daniel et Brishna, ils ont étudié en biochimie à l'Université de McGill à Montréal. C'est là qu'ils se sont rencontrés. OK. OK. Puis juste parce que je sais que ça intéresse beaucoup de mes viewers à savoir les parcours un peu académiques là, qu'on peut parcourir pour se rendre là-dedans. Toi, tu as étudié dans quoi? Moi, je suis chef de formation. Moi, j'ai fait gestion hôtelière et de restauration et sommellerie. J'ai été sous-chef exécutif et chef dans des restaurants pendant plusieurs années. Puis moi, c'est vraiment pour mon background de l'alimentation, le food and beverage. OK. Parce que quand on travaille en laboratoire, les standards sont vraiment proches des standards pharmaceutiques en termes de salubrité, contamination croisée, puis tous ces termes-là. Donc, j'ai pu appliquer mon expérience en laboratoire avec l'industrie alimentaire. OK, OK, OK. Fait que là, on est en train de revenir puis de faire le lien puis le segue justement entre le moment où tu apprenais à faire du bobelage puis que tu te renseignais sur le net à Exactement. gérer une équipe de techniciens puis un labo qui réussit à faire des produits. Ça va vite, ça va vite. Je veux dire, je vais juste montrer un peu l'Instagram de Hurtwolf Farm pendant que je l'ai aux viewers parce que c'est quand même d'une qualité exceptionnelle au niveau de la beauté. Je pense que tu me disais même que c'est toi qui prends les photos, là, mais... Celui-là, oui, j'ai commencé à apprendre la photographie aussi, donc OK, OK. juste pour faire des beaux produits, il faut justifier la beauté du produit avec une photo. Donc, Yes. Fait que ça, c'est tout une drôle. Ça, c'est le Venom, justement, une de mes préférées. Désolé si c'est tout mal cadré, chat, là, mais juste leur Instagram, c'est du fucking concentrate porn à longueur de journée. Mais ouais, c'était vraiment pas Earthwolf _ farm. Allez vous abonner à ça, allez les suivre si vous fait voulez en voir que, plus. petite histoire comique sur le nom de Earthwolf Farms, pourquoi qu'on s'appelle comme ça, c'est que originalement, la ferme c'était une ferme de houblon. On voit Un le truc logo que les aussi. gens ouais, le truc que les gens savent pas, à travers le houblon, on peut faire du hash de houblon. Donc, on peut transformer le houblon pour en faire du hash comme le bubble hash. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand Whistler Technologies, qui est une compagnie sœur de Whistler Thérapeutique, eux autres ont développé de l'équipement spécialisé à grande échelle pour faire du bubble hash, mais c'était avant la légalisation, ce qui veut dire que c'était pour le marché médical.
mais eux autres n'avaient pas accès au cannabis, donc ils ont développé leur équipement à la base avec le houblon. Il y a, Puis, il y a une ils faisaient du formation hash qui de se houblon. donne. Il y a une formation qui se donne, je pense, à Montréal présentement, puis c'est ce que les étudiants font aussi. Il y a Oli Jardin qui m'en parlait, là, qui est dans le cannabis pas mal aussi, un très bon photographe. Puis c'est ça, là, ils font de l'extraction on appelle ça des C'est trichomes de houblon. Oui, OK. exactement. Puis c'est la même chose. Je veux dire, si tu avais accès à une quantité phénoménale de houblon, tu pourrais être un maître à faire du hash sans jamais avoir touché de cannabis Là, vraiment. là, la question que tout le monde doit se poser, autant dans le chat Twitch que peut-être plus tard sur Ça se YouTube, fume dessus. ça se fume dessus, puis si je le fume, est-ce que je suis sous? OK. Le hash de houblon, c'est très fort. Et personnellement, je pense, je n'ai pas essayé de fumer, mais c'est très concentré en terpènes. Donc, il y a moyen d'extraire ces terpènes-là, puis de les réincorporer dans un autre produit ou dans une huile. Donc, il y a différents produits dérivés qu'on peut faire à travers cette extraction-là. OK. Euh, je vous dirais, s'il n'y aura aucun bénéfice ou intérêt à fumer du hash de houblon. Ça doit être weird, ouais. Fait que, Mais ouais. petite histoire reliée au nom de Earthwolf Farms. La ferme qu'on produit notre cannabis, c'était anciennement une ferme de houblon. Le nom latin de houblon, c'est Humulus lupulus. Humus qui veut dire terre en latin, puis lupus qui veut dire loup. Donc, loup de terre. De là vient le nom Earthwolf Farms. Oh shit, OK. Simplement parce que notre origine avec le houblon, et le houblon, c'est la plante cousine le plus proche du cannabis ou du chanvre. Donc, ça a des propriétés 80% similaires génétiquement. C'est comme ça s'est séparé il y a des milliers d'années, si je me trompe pas, mais c'était quand même des plantes comme c'est de fly dans mon chat qui disait des cannabacées, c'est ça, quelque chose du genre? Exactement. Puis, c'est ça. Donc, nous autres, on a encore du houblon qui pousse sauvage sur la ferme parce qu'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, c'est dans la terre. Donc, dans nos rangs de cannabis, on va retrouver des plantes de houblon qui sortent de là. Let's Ça pourrait go. faire de la bonne bière. Let's go. Ça m'amène à te poser la question parce que je connais déjà la réponse, mais je veux savoir le pourquoi. Vos produits viennent tous de plants extérieurs, right? Oui, exactement. Donc, nous autres, on a 8 acres certifiés organiques, biologiques. C'est une ferme extérieure. Ce qui arrive, c'est que la ferme est située à l'île Ouette. L'île Ouette, c'est à 1 heure et demie de conduite de Whistler. C'est une zone qui est désertique. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, l'île Ouette, ça a été une des villes qui a été exploitée pour l'or. Donc, toute la ruée vers l'or dans ce temps-là, c'était vraiment dans ce coin-là. Puis, si vous voulez visualiser, c'est une région vraiment désertique et sec. On a des rolling bush, comme dans les Far West, il y en a là-bas. Donc, mais c'est une des places les plus optimales pour avoir une ferme extérieure de cannabis, principalement indica, parce que les plants indica ont tendance à donner plus de résine, produire plus de résine que les sativa, donc c'est meilleur pour faire des concentrés. Fait que carrément, là, tout ce qu'on se fume, là, le Tundra, le Venom, je me rappelle plus tous vos noms de produits, là, mais c'est des strains différents, c'est tous des indicas qui poussent à l'extérieur spécialement pour faire vos concentrés. C'est pas comme un. Vous prenez pas le restant d'un autre grower ou de la biomasse de quelqu'un. Non, c'est ça. Donc, nous autres, on cherche des génétiques qui sont optimisées pour la production de hash. Euh, Ce qui arrive, c'est que les trichomes, quand il y a certains différents types de trichomes sur les plants, puis nous autres, il y a un type très précis qu'on cherche qui est le weak neck. Donc, ça veut dire que quand ton trichome est vraiment fragile sur le stem, donc il va se briser facilement, puis ça facilite l'extraction pour avoir un hash plus propre en général. Donc, on va chercher des génétiques qui sont What? spécialisées pour produire du hash. Sérieusement, Puis c'est à ce point-là? Fait que je veux dire, attends, parce que ouais, là, on parle du look d'un trichome. Là. Des fois, on en voit sont plus en fil, ils ont pas la petite boule. On en voit sont bien droits, ils ont la boule. Là, on parlerait d'un trichome
qui va avoir tendance à baisser la tête, si je peux me permettre, ou à être recourbé comme s'il était prêt à casser, c'est ça? C'est ça, c'est que la jonction entre la tête et la tige est vraiment Weak, faible. faible. Donc, la tête se sépare facilement. Puis, le pourcentage de résine qui se trouve majoritairement dans la tête et non dans la tige. Parce qu'il y a certaines, je vais tout poster ça sur Discord un peu plus tard ou peut-être demain. Il y a certains trichomes où c'est vraiment la tige qui est large puis la tête est vraiment étroite, puis la majorité de la résine est à l'intérieur de la tige. Nous autres, on veut vraiment extraire la tête. Donc, c'est un des concepts de l'extraction à l'eau. Fait que le bubble hash, c'est vraiment d'agiter tout ça dans un vortex pour en séparer les têtes des fleurs. Ouah, man, je m'attendais pas à ce que ça allait aussi loin que ça. Je t'avais vu parler aussi puis te poster que, dans le fond, le hunt ou la chasse ou la recherche de ton phino, il y en a dernièrement qui remettent le mot phino hunting en jeu, là, on devrait peut-être pas utiliser ça, je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Toi, ça se fait dans le champ carrément, là, avec une loupe, tu regardes les plants, puis après ça, Ouais, tu... Explique-moi. exactement. Donc, fait qu'un phénotype ou un phénotype, c'est une caractéristique d'une plante particulière, mais qui peut être à travers la même variété. Donc, par exemple, pour nous autres, on a un de nos produits, le Venom OG. Euh, c'est la même génétique en tant que telle, mais avec différentes caractéristiques précises qui est spécifique à la plante elle-même. Donc, à travers notre champ de Venom OG qu'on avait cette année, la moitié des plants étaient verts, puis l'autre moitié des plants étaient mauves. C'est simplement parce que c'est un différent phénotype de plantes. Même si c'est la même génétique, c'est que le chanvre peut emmagasiner tellement de caractéristiques différentes, puis en expresser seulement une pendant que ça pousse. Donc, à travers, en marchant dans le champ, ça fait vert, mauve, vert, mauve, vert, mauve. Puis après ça, ben, à travers les plants mauves, il y en a certains que même les têtes à l'intérieur étaient mauves, donc la résine produite par les plants était mauve. OK. Donc, il y a des chances que ça donne un hash mauve ou un rosin mauve. C'est vraiment spécifique à la plante. Une fois que tu as trouvé cette caractéristique-là, tu prends cette plante-là, tu l'isoles, puis tu fais des boutures. Donc là, tu commences à créer des clones. En créant un clone de cette plante-là, elle va avoir exactement les mêmes caractéristiques que cette Yes. plante-là. Puis Donc, on toujours, peut isoler un phénotype. puis toujours en extérieur, là, vous avez jamais, genre, je veux dire, l'idée d'en faire à l'intérieur pour une plus grande constance ou pour juste les saisons à la limite ou... Euh, c'est vraiment que on a optimisé notre processus de transformation de hash pour transformer du volume. Donc, en faisant de l'extérieur comme ça nous permet de emmagasiner assez de plantes pour une année complète. OK. Vu que nous autres, on ne fait pas de hache avec des plantes séchées, on fait tout à partir de frais. Donc, on fait du live rosin. C'est de là vient le terme live, c'est qu'on a coupé la plante, on l'a congelée, puis après ça, on la transforme avec le ice water Oh mon extraction. gars, attends, je Donc, suis mind blown, j'ai plein de questions qui se bousculent. Je suis excité comme un panda dans un buffet chinois de bambou. Euh, attends, juste, première question. Est-ce que le fait de justement ne pas vendre de fleurs aussi, de tout transformer ce que vous produisez, ça justifie un peu de faire de l'extérieur également? Vous n'avez pas à vous soucier d'avoir les plus hautes, les plus grosses têtes, les plus belles têtes, parce que ce que vous cherchez, vous, c'est le trichome, vous allez récolter presque la pomme du pommier à place de faire pousser le pommier au exactement. complet. OK. Donc là, excusez mon anglais, là, mais quand c'est larfy, donc les fleurs qui sont vraiment lousses, souvent sur un marché de consommateurs de fleurs, on veut des belles têtes fermes, Mhm. toutes concentrées, des beaux colas, des trucs comme ça, des tops. Nous autres, c'est le contraire. On veut des fleurs qui sont lousses. Pour que Comme le ça, on veut vortex avoir accès aille exactement chercher aux les têtes. trichomes. Pour ça que mes mids de gelato font du pas pH, Morrison.
Ils sont tous pourris, ils sont tous loose, mais ils font du pas pire hache, man. Fait que c'est ça, OK. nous autres, on fait pas pousser pour faire des belles fleurs, on fait vraiment pour la quantité, puis OK. pour optimiser les traits qui sont associés à la production de hache et de résine. OK. C'est insane, man, comme c'est intéressant. On n'est même pas une demi-heure, je pense, dans le podcast, puis je suis déjà mind blown. Euh, du gros knowledge, du gros savoir qui se drop où sur le podcast à Blackpool, sur le Twitch. Et sur Discord. T'es sur le Discord aussi, oui, parce que t'es super actif sur Discord, parce que non seulement c'est un gros gamer, man, vous pouvez lui demander en privé son kill-death ratio si vous voulez. Il joue à tous les gros Battle Royale. En plus, ses initiales, c'est GG. Donc, good game en partant. Mais attends, l'autre question que je voulais vraiment te poser avant que tu continues, parce que c'est super intéressant, c'est quoi le processus exact? Parce qu'on en parle, moi je connais pas encore ça assez, mais quand on parle de live rosin, on le prend et on le congèle. On parle-tu d'un gros congélateur? On parle-tu d'un freeze dryer tout de suite? Tu sais, juste concrètement, là. Euh, C'est presque OK, step by on va y step. aller par étapes. Donc, la première étape, on a 8 acres à l'extérieur. Souvent, on va récolter au mois d'octobre. Le problème qui arrive à l'Élouette, c'est que c'est tout ou rien. Il fait 20 degrés, puis à un moment donné, à la fin de l'automne, le gel arrive, puis là, bang, on arrive à sous zéro. Donc, nous autres, on va vraiment récolter à la dernière minute, même que cette année, nos plants ont gelé à l'extérieur, puis on les a récoltés congelés. Euh, donc, on attend vraiment dernière minute, on les récolte, puis on fait juste du hand bucking. Donc, vraiment simple, on enlève toutes les feuilles, puis après ça, nous autres, on garde toutes les sugar leaves, on garde les fleurs, puis on fait un hand buck à la main. Donc, on enlève les fleurs à la main, puis on met ça dans des sacs. C'est généralement des gros sacs. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça dans un conteneur. Donc, c'est un conteneur congélateur sous négatif moins 30. Donc là, OK. on remplit des conteneurs pour l'année là-dedans. C'est des conteneurs qui sont congelés, spécialisés, sécurisés. Puis on garde ça pour toute l'année dans le congélateur. Donc, Mettons, mettons le petit grower qui écoute le vide ou qui écoute ça ce soir puis qui se dit, moi, je veux faire le même processus. Est-ce que lui, de couper son plan, de faire le handbucking puis de le sacrer au congélateur à moins 30 chez eux, pourrait reproduire ça? oui, certainement. Puis j'encourage à le faire parce que je veux dire, et si admettons vous avez des plans extérieurs, souvent ça vire pas comme espéré avec la météo, puis il y a tellement d'imprévus. Et c'est pas nécessairement au vidange. Si vous faites un handbucking, vous l'envoyez au congélateur, vous n'êtes pas obligé de le transformer tout de suite, mais vous pouvez le garder, puis quand vous êtes prêt, vous avez vos sacs. Ça prend un minimum d'équipement, mais quand vous avez vos sacs, puis vous avez juste besoin d'aller chercher de l'eau, de la glace, puis un contenant, vous faites votre agitation, puis vous pouvez sortir du beau hash, tout ça. OK. Donc, c'est vraiment pas... je veux dire, le bubble hash a été développé à la maison par certaines personnes, des particuliers. Donc, je veux dire, c'est de là que ça vient. Puis nous autres, c'est juste qu'on le fait à plus grande échelle, mais c'est vraiment un processus qui a été inventé dans une cuisine Yeah. de maison. OK, OK. Continuons maintenant le processus. On était rendu à All remplir des right. containers de sacs de Yeah. cannabis Fait bucké. qu'on remplit les conteneurs de sacs, c'est congelé. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça en laboratoire. Donc, on fait tester nos fleurs avant de les transformer pour s'assurer qu'on passe tous les tests nécessaires avec les standards établis par Santé Canada. Une fois que c'est fait, on envoie ça au laboratoire. Fait qu'on reçoit les sacs congelés. Souvent, c'est des sacs de 3-4 kilos. On reçoit ça congelé, puis une fois qu'on transforme ça, on met ça dans notre équipement qui est fait par Whistler Technologies. Donc, c'est des gros agitateurs en stainless, puis comme des grosses cuves. Puis, fait qu'on remplit notre cannabis là-dedans, on met ça avec de l'eau, de la glace, puis on fait un processus d'agitation qui est précis avec des recettes dépendamment de la génétique. Puis après ça, ben, on passe ça à travers des sacs, des bubble bags. Puis on récolte le hache mouillé à travers Pas trop vite, ce tu le sais la processus-là. question que je vais devoir te poser. Quel micron Et les vas-y. sacs? All right. Fait qu'il y a plusieurs microns pour les sacs. Il y a le work bag qu'on appelle, qui est le sac que souvent les gens vont faire l'agitation dedans. C'est le 220 microns.
Un micron, c'est une unité de mesure de grosseur. Pour vous donner une idée, un cheveu, c'est en moyenne 20 microns de grosseur. Donc, c'est des sacs en nylon médical qui sont tressés d'une certaine grosseur pour laisser passer juste la grosseur de micron à travers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on superpose les sacs. On commence avec le 220 microns. Après ça, on a le 160 microns, le 120 microns, puis ça commence à devenir de plus en plus petit. Fait qu'on a le 120 microns, le 73 microns, le 120, le 90, le 73 microns, le 45 microns, puis à la toute fin, on a le 25 microns. Donc ça, c'est toute la variété de sacs. C'est des sacs qui sont superposés un par-dessus l'autre. Puis ce J'en qui fais arrive, c'est que aussi, quand on fait... pour te dire, ma commune en voit assez. Je vais juste te mettre pas te mettre au niveau parce que je sais qu'il y en a qui vont voir le podcast puis l'explication que tu donnes va être super intéressante pour eux. Dans mes sessions, justement, moi j'ai mon petit kit de sac vraiment un peu cheapo. Là, j'en ai juste 3. J'ai ma petite Bubble Magic. Puis toi, on est en train de parler de ce processus-là, mais à l'échelle industrielle. C'est quoi le range de ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes-tu le 25 microns ou c'est plus 45-90? Euh, je garderais le 25 si on transformait de l'intérieur. Mais vu qu'on transforme de l'extérieur, le 25 microns va emmagasiner beaucoup de poussière qui a été levée à travers avec le vent et tout ça qui s'est déposé sur les fleurs. Donc, nous autres, on ne garde pas le 25 microns, on s'arrête à 45. Donc, le 160 microns, qui est vraiment au top, ça dépend des variétés, des génétiques. Il y a certaines génétiques qui ont des plus grosses têtes, donc des fois, ça vaut la peine, mais on ne le garde pas. Là, maintenant, on garde du 120 jusqu'au 45 microns. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre dans le même produit. On va avoir différentes utilités. Donc, ce qui est important d'expliquer, c'est que les microns vont déterminer la grosseur des têtes qui ont été capturées à travers les sacs. Une tête va commencer avec une plus petite grosseur, puis éventuellement va grossir en poussant. Une tête d'une grosseur de 45 microns, généralement, c'est une tête qui est immature, donc qui a été récoltée trop vite ou qui a OK. commencé à pousser plus tard que le reste des autres. OK, OK. Et plus on monte, plus ça va être des têtes qui vont être plus matures ou plus juteuses. euh, Après ça, donc le 45, c'est bon pour certaines utilités, mais c'est pas là que la top qualité se retrouve dans le 72 puis dans le 90 en général. Tu sais, quand on parle d'un full melt hash ou d'un 6-star ou d'un 5-star, un 6 étoiles, 5 étoiles, souvent, ça va se retrouver dans le 90 microns. On peut en retrouver dans le 73 des fois. Ça dépend vraiment de la génétique. C'est rare qu'on va retrouver un full melt dans tous les sacs, tout le spectrum des sacs. Souvent, ça va être seulement un cas isolé. Donc, c'est vraiment dur d'aller chercher un 6-star full melt à échelle commerciale parce que quand tu vas faire ta batch, souvent, ton top qualité va être seulement un sac. Puis après ça, les différentes qualités vont changer avec la grosseur. Dac. Donc là, à partir de là, on a séparé nos têtes. Tout ça est mouillé. Ça sort de l'eau. Fait qu'on fait passer l'eau à travers les sacs. On sépare les têtes à différentes grosseurs. Ce qu'on fait après ça, c'est qu'on les met sur des plateaux en aluminium. Puis, on met notre papier parchemin, puis on fait congeler ça. Fait qu'on fait comme des biscuits congelés de hache. Puis, après ça, vient le processus de sécher le hache. Il y a différentes méthodes pour sécher le hache. Il y a la bonne vieille méthode de la boîte à pizza. Donc, seulement qu'on fait juste gratter avec une mandoline. Excusez, pas une mandoline, microplane Microplane, ou ouais. un cheese grater, puis vous l'étalez sur votre carton, puis ça va absorber l'humidité, puis vous allez faire un processus de séchage à l'air. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un processus de lyophilisation, ou en anglais, le freeze drying. OK. Donc, on utilise des machines spécialisées pour sécher le hache sous 0 Celsius en tout temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a nos galettes de hache congelées qu'on met dans la machine, puis c'est sur des étagères. Chaque étagère a un élément chauffant en dessous. OK. Puis la chambre en tant que telle est mise sous vide. Donc, il y a une pompe qui est connectée à la chambre ou l'unité en tant que telle.
puis on enlève toute l'air de là. Ce que OK. ça crée un élément sous vide. Donc, quand tu as de la chaleur qui est irradiée par l'étagère sur ton plateau avec ton hache, il y a un processus de sublimation qu'on appelle. Donc, la glace va passer de l'état solide à l'état gazeux en évitant de passer par l'état liquide. OK, parce qu'il y a zéro Donc, humidité. vraiment, là, exactement, zéro humidité, zéro pression atmosphérique. Donc, c'est vraiment, on a enlevé tout ça. Donc, ça passe de glace à état gazeux. Ce gaz-là, l'humidité qui passe en état gazeux sort avec la pompe. Puis, il y a un collecteur en dessous qui est à moins 40 Celsius qui emmagasine la vapeur. Donc, après ça, elle congèle par en dessous. Fait qu'on transfère la glace du H à un élément qui l'entrape en dessous. Donc là, quand le H sort de là, le H est complètement sec, à peu près à 2 d'humidité. C'est à peu près dans le range qu'on veut. L'avantage que ça a, par exemple, c'est qu'on fait la conservation des terpènes dans nos produits. Donc, juste pour mettre ça plus simplifié, une terpène, c'est un organisme volatile, un VOC, ce qu'on appelle un Volatile Organic Compound, donc une composante volatile organique. Puis, ce qui arrive, c'est qu'ils sont très volatiles, surtout quand c'est exposé à température pièce. Donc, n'importe quoi qui va sentir. Vous marchez dans le bois, le pain sent. Souvent, ça va sentir plus fort quand vous marchez en forêt à 20-30 degrés Celsius dehors que si vous marchez en hiver. C'est simplement parce que les terpènes du pain sont plus volatiles exposés à la chaleur. C'est la C'est même ça. chose avec le hash. Le pinène, c'est un Donc, des terpènes qui va s'évaporer presque à température pièce. Donc, en le freeze-dryant, disons, mauvaise expression franglaise, là, mais vous réussissez à conserver le plus de terpènes possible. Mais exactement. parce que je t'écoute, puis j'aime pas ça t'interrompre, mais juste, on parle des fois de freeze dryer comme étant une petite machine, puis j'ai eu la chance de faire une visite virtuelle d'un autre fabricant de rosine, puis lui c'était plein de petits freeze dryers. Toi, tu me parles d'une pièce complète avec des plateaux, puis que la pièce au complet tombe sous vide, c'est ça j'ai. C'est légèrement des machines qui sont légèrement plus grosses. C'est des machines commerciales pharmaceutiques. Donc, je ne sais pas si vous avez expérimenté, sûrement dans le passé, avoir des fraises séchées dans vos céréales. Ouais, ouais, On ouais, appelle ouais, ça, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc, c'est freeze-dried. Donc, ces fraises-là ont été séchées de cette machine-là. OK. Donc, originalement, ça a été fait pour ça, mais ça a les mêmes applications pour le séchage de hache. La C'est seule différence, la machine que vous allez sûrement reconnaître, c'est le Harvest Right. Très bonne machine. Puis l'avantage que ça a, le Harvest Right, c'est que ça peut congeler vos plateaux avec le hache dedans à même la machine, tandis que la nôtre ne congèle rien, elle fait juste retirer l'humidité. Donc, on doit congeler dans un congélateur séparé. Mais c'est des plus grosses machines, puis on peut mettre jusqu'à 5 kilos de hache mouillée par machine, puis on fait un séchage complet en dedans de 16 heures. J'ai vu aussi une question passer avant qu'on aille trop loin dans le processus, mais une batch, disons, dans votre vortex, quand vous faites votre brasse, combien de brasses? Une fois, deux fois? Tu sais, nous, on va remettre de la glace, on va rebrasser. Je suppose que ça dépend de la génétique aussi. Nous autres, on fait complètement différent. Euh, je vous dirais qu'on fait 3 brasses normalement. C'est des machines spécialisées qui sont faites pour constamment être en opération. Donc, nous autres, ma dernière brasse, la quatrième brasse, c'est une brasse que j'ai faite toute la nuit. Euh, donc, la première brasse, souvent, c'est une machine qu'on peut rentrer 25 kilos, entre 25 et 30 kilos de fleurs mouillées, congelées, dans la machine. Puis, on fait une première brasse à peu près à 25 minutes. Là, je vous dis en général parce que ça change vraiment de la génétique. Mais en général, c'est à peu près 25 minutes la première brasse. Puis après ça, on en fait une à 40 minutes. Puis on en fait une à 2 heures. Puis après Jesus. ça, le lendemain matin, quand on revient, on récolte la dernière brasse. Puis ça a
C'est juste qu'on s'en sert pour autre chose. OK. Donc, la première brasse, souvent, ça va être notre top qualité, ça va être notre full melt qui va être là-dedans, des belles têtes blondes. Mais plus on agite les fleurs, plus des contaminants de plantes se séparent et brisent et passent à travers les microns. Donc, ce qui arrive, c'est que dans notre sac de 45 microns, si je récolte ma brasse que j'ai faite durant la nuit, quand je vais récolter, mon hash, il va être vraiment vert. Mais ce n'est pas du hash qu'on va vendre nécessairement comme ça, mais on va le transformer un peu plus loin, puis on appelle ça du food grade hash. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'extraction d'huile avec ça. OK. Donc, il n'y a pas de perte nulle part dans le processus. On extrait, on a un taux d'efficacité d'à peu près 93 d'extraction. Il en reste encore un peu dans les fleurs, mais pas autant. Damn. C'est vraiment... Puis on sépare les qualités comme ça, mais c'est vraiment chaque micron est séparé, séché individuellement. Puis on envoie ça sous le microscope après ça, puis on fait une inspection visuelle de chaque micron, de chaque brasse, puis après ça, on y attribue une qualité. Est-ce que c'est bon pour faire du full melt hash? Est-ce que c'est bon pour aller dans le rosin? Ou est-ce qu'on doit faire un huile ou un edible ou un gummy avec? Okay. Donc, c'est différentes utilités avec ça. Complètement fou. Puis souvent, ceux qui brassent du hash comme ça, du hash à l'eau ou du hash à la glace, on va essayer d'avoir une espèce de ratio de 15% à peu près, je pense, de la quantité de cannabis qu'on met. Ça donne à peu près quoi, vous autres, votre ratio? Nous autres, on y va pas au poids. Puis c'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment, tout est relié au vortex. Donc, quand vous faites votre brasse à la main avec la rame, ça va vraiment dépendre du processus d'agitation dans votre bin. Donc, moi, ce que j'y vais à l'œil, mais c'est souvent, j'aime mieux mettre plus de glace puis de rajouter de l'eau que de ne pas avoir assez de glace. Okay. Et la qualité de la glace va jouer un gros rôle dans la qualité de votre extraction. Là, il y en a beaucoup. C'est un sujet qui est très mitigé à travers l'industrie du hash, surtout pour le bubble hash. Mais moi, j'ai pour raison de croire que plus tes glaçons vont être fermes et solides, puis plus ton vortex va être violent, ce qui va sortir les têtes plus rapidement, donc moins de contaminants de plantes à la fin dans tes sacs. Donc, nous autres, on utilise vraiment des cubes de très grosses, sont fermes et pleins. Fait que là, si on s'en va selon le bon Frenchie, regretté Frenchie Cannoli, lui qui était plus... C'est le vortex qui doit décrocher la tête, ce n'est pas la glace qui doit décrocher la tête. On est-tu en train d'avoir deux méthodes de pensée différentes? C'est pas la glace qui va décrocher la tête, mais la glace va affecter ton vortex. On va créer un vortex plus ferme, à la limite. Là, ouais. Exactement, où l'agitation va être plus violente parce que ces cubes-là se rentrent en contact durant l'agitation, puis créent un élément de hasard. Parce que si tu n'avais pas de glace, ça ferait juste un tourbillon parfait dans ta machine. Donc, la glace crée le chaos dans ta machine qui fait que il y a de la friction qui se passe, puis tes trichomes vont se décrocher. Là, après ça, l'affaire, c'est que après, mettons, 40 minutes d'agitation, ben, la qualité de ta glace, si tu as une glace qui est vraiment fine puis mince, ben, elle va avoir quasiment tout fondu, donc tu n'auras pas le même impact que tu avais comme au début. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gros glaçons. Comme ça, tu as besoin d'en rajouter moins à la fin. Je vois. Et nous autres, on ajoute de la glace dans tout. On en rajoute de la glace à chaque fois qu'on fait une nouvelle brasse. Et la pureté naît du chaos. J'aime bien la phrase dans le chat. Juste, je pense que c'est une bonne idée de refaire des présentations pour des personnes qui pourraient venir juste d'arriver. On est avec Gabriel Gagnon de chez Earth Wolf Farm. On parle de concentré, de bobelage, de rosine et de fucking trucs fucking intéressants. Mettons, je te dis une bétonneuse avec une couple de sacs de glace de dépanneur. All right, let's go. Ben, je le ferai peut-être pas, mais je serais curieux du résultat. Ben, tu iras voir, j'ai une vidéo là-dessus. J'ai un membre de ma commu qui brasse avec ça. On a mis ma Bubble Magic à côté de la bétonnière. Il fait du crise de beau hache, mais bon. En fait, j'en ai vu des affaires, puis je suis pas du genre à juger tant que j'ai pas vu le résultat. Donc,
Et ici, je ne sais pas, ça pourrait être la prochaine technologie. Hein? Ah, écoute, il est rendu à quoi? 4 bétonnières? Je sais plus. Anyway. J'ai une bonne question de Wabbit aussi, qui est un grand consommateur de concentré, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il pense de la température de la pièce de brasse? Oui, bonne question, très bonne question en réalité. Nous autres, on fait ça en environnement contrôlé. On a commencé, on n'était pas en environnement contrôlé, mais maintenant, on diminue la température de la pièce à 13 degrés Celsius. Pourquoi 13? Pas précisément, ben, j'aime bien la température. C'est vraiment parce que ça va empêcher ton eau de se réchauffer trop vite, surtout si tu n'as pas quelque chose pour isoler ton contenant pour l'agitation. Ensuite de ça, quand tu vas sortir ton hache de tes sacs, il faut quand même que ton hache soit exposé au froid. Donc, s'il fait vraiment chaud dans ta pièce, tu peux commencer à perdre des terpènes déjà dès le début sans même avoir congelé ton hache. C'est vraiment important de travailler en environnement contrôlé du début jusqu'à la fin. On fait même environnement contrôlé quand on met nos rosins dans nos jars, dans nos contenants. Donc, c'est vraiment pour éviter l'évaporation des terpènes. Nice, nice. Je voudrais aussi souligner, I want to say that we have Your Daily Thunder, which is Bish. I'm gonna massacre your name again. C'est quoi son nom déjà? Peux-tu m'aider? Gabriel. Ah, Brishna. Brishna, voilà, thank you. Il a fallu me laisser hang dry ici. Mais oui, we have Your Daily Thunder. On a Your Daily Thunder dans le chat qui est Brishna, qui nous drop du gros knowledge aussi en anglais. Je pense qu'elle suit la conversation un peu en français. N'hésitez vraiment pas à lui poser des questions ou à interagir avec elle. Je trouve ça super intéressant qu'elle soit là puis qu'elle jase en parallèle aussi avec tout le monde. On a Jay aussi de Mendo Cannabis qui est là si jamais vous avez des questions. On est encore en train de continuer. On est juste encore au bubelage. Il y a toute la rosine puis les concentrés à faire. Je veux pas prendre trop de ton temps non plus, tu le dis si jamais tu... Let's go, okay. On est là pour la soirée. J'en ai parlé, puis après je veux continuer le processus aussi, mais je pense que c'est peut-être un bon moment. On parle de sacs d'extraction. J'ai fait un review de hash, le fameux hash à 60% de Black Cherry, de Revida, une compagnie québécoise. Puis je sais que je t'ai posé la question, je pense, je me rappelle plus quand, sur Discord ou dans une de nos conversations privées, là, mais ils n'ont pas voulu me dire, ils m'ont dit qu'ils n'utilisaient pas de sac de leur côté, ils n'utilisaient aucun sac avec des microns et qu'il y avait une espèce de technologie proprietary, une espèce de technologie qu'ils ont développée en R&D, ça leur a pris 4 mois pour le faire. Puis là, ben, je pose des questions à tous les hashmakers que je rencontre puis que je connais, savoir si vous avez une idée. On m'a parlé des fois de, pas de convection, mais de... Bref, de centrifugeuse ou whatever, je sais plus. Est-ce que tu aurais une idée de comment ce hash-là est fait sans sac, sans... Il y a certaines idées, certaines différentes idées qu'ils auraient pu faire, mais vraiment la plus simple qui me vient à l'esprit, c'est simplement parce qu'ils ont éliminé les sacs simplement pour ajouter un dispositif où c'est vraiment en stainless. Donc, c'est à la place d'être un sac lousse en nylon, ça serait plus comme une tameuse à farine avec des différentes mais grosseurs de microns. Ouais, puis souvent, ça va être un dispositif qui va vibrer. Donc, la vibration va faire tomber les têtes à travers la grosseur quand l'eau tombe dessus. J'avais pas l'impression que c'était des trucs de tamis non plus. Je pense qu'il s'en allait dans quelque chose comme presque pas la friction, mais la statique ou je sais pas trop quoi, là, mais j'aime l'idée aussi. Il y en a différentes. Malheureusement, il y a une autre méthode que je pourrais pas vraiment parler parce qu'on travaille dessus en ce moment. Ah, c'est ça va revenir. Mais éventuellement, le truc, c'est que quand ça va être finalisé puis qu'on va avoir fini ce processus-là, ça va me faire plaisir de vous en parler. Mais c'est vraiment quand on arrive à une échelle de production de hash comme ça, c'est certains problèmes comme ça qu'on essaie de résoudre. Bon, ben là, on essaie d'éliminer les sacs. T'sais, on veut mettre ça plus streamline, plus standardisé. Donc, chaque compagnie essaie de s'avancer technologiquement là-dessus. Puis, je pense que... C'est un peu ce qui va démarquer les compagnies les unes des autres pour la qualité de leurs produits. Je comprends également là, pourquoi vous gardez un peu le secret là-dessus, mais je fais ma job de gratter et d'essayer d'avoir des infos à gauche à droite parce que ça m'intéresse. Là.
Mais ouais. C'est ça, c'est pour, dans le fond, on essaie de diminuer les coûts de production parce que c'est difficile, c'est pas facile de faire du hash, puis c'est pas facile de faire du hash à l'échelle. Donc, en diminuant les coûts de production avec des technologies comme ça, ben, c'est simplement qu'on veut rendre le hash puis le rosin abordable pour les clients sur un marché médical et récréatif. Parce qu'il n'y a personne, on n'est pas intéressé à payer 200 $ pour un gramme de concentré. Fait que, J'avoue que vous avez des prix quand même qui sont assez remarquables pour la qualité, je dirais, du produit sur mendocannabis.ca. Quand on compare juste avec les autres trucs qu'on a, vous êtes presque au prix parfois des distillates ou des solvants, tandis que vous êtes solventless, puis c'est tout le temps, on dirait, plus cher quand c'est solventless. c'est ça, c'est que, ben, au début, quand ça a été un défi qu'il a fallu relever, c'est que les gens connaissent le shatter depuis longtemps. Puis, quand la légalisation est arrivée en 2018, euh, tout le monde et certains concentrés ont sorti sur le marché, mais les rosins n'étaient pas abordables. Parce que c'était trop de travail. C'était souvent à petite échelle, c'était des petites batches. Ça prenait beaucoup de travail physiquement pour les sacs séchés, emballés, tout ça. Tandis que la production de shader sortait déjà rapidement puis abordable. Donc, les gens achetaient beaucoup de concentrés à partir avec des extraits de butane ou d'hydrocarbone. Donc, le défi, ça a été vraiment de se rapprocher de ces prix-là au détail en offrant un concentré qui est sans solvant. Donc, c'est surtout parce qu'on voulait prendre soin au début des patients médicaux. Parce qu'au médical, euh, c'est vraiment critique pour certaines conditions d'utiliser des concentrés qui sont sans solvant. Et ces personnes-là n'avaient pas accès à ces produits-là. Donc, ça a été vraiment notre mission, ça a été de donner accès à ces personnes-là en premier. Puis après ça, ben, euh, tout le reste se suit. Donc, maintenant, c'est que tout le monde, on considère tout le monde nos cherished patients, nos patients qu'on prend soin d'eux. Puis, partie de prendre soin d'eux, c'est de leur donner des prix abordables pour qu'ils puissent s'en procurer convenablement, pas que ce soit pour juste une occasion. Donc, OK. C'est vraiment intéressant, man. On était rendu justement à faire le hash, à le brasser, puis j'ai une question qui arrive qui a peut-être justement rapport avec les patients plus médicales, mais le CBD semble causer bien des problèmes pour faire du hash, nous dit The Fly. Est-ce que vous arrivez ou est-ce que vous avez en tête, je pense que je t'ai même vu en parler un peu sur le Discord directement, là, mais est-ce que vous avez en tête justement des produits concentrés de CBD? Est-ce que c'est yes, possible? on en a fait. On a fait un hash qui est 100% CBD. Malheureusement, ça risque d'être une petite batch au médical parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Donc, c'était vraiment de la recherche. Puis, c'est Cherry Wine en passant, la strain. Ça a bien sorti. Le problème, c'est que le cannabinoïde CBD ne fournit pas autant que le THC, ce qui veut dire que à place d'avoir comme un 3,5 à 4 de, de yield sec sur notre transformation, on arrive à 1,5 ou à peine 1 parce que ça ne produit pas beaucoup le CBD en tant que tel. Donc, ça prend beaucoup de fleurs pour produire le hash de CBD. Donc, restez pas surpris si vous transformez des fleurs de CBD. En général, ça produit moins que le THC. OK. Question en même temps de The Fly par Wabbit. On va essayer de garder certaines questions aussi pour peut-être la fin de période de questions, sinon on ne passera pas au travers, mais je les trouve toutes bonnes, fait que je suis pas capable de ne pas les poser. Est-ce que ce serait possible de faire un produit de rosine de fleurs à un prix plus abordable que la rosine de hache, comme le procédé est beaucoup plus simple, tu as une étape de transformation de moins, mais y a-t-il de la demande pour ça? Ils demandent aussi. Euh, c'est un petit peu. C'est un sujet qui est touché un peu parce que la rosine de fleurs, généralement, puis il y en a des excellentes sur le marché, don't get me wrong about that. Mais le problème, c'est que souvent, en général, la qualité va être légèrement plus basse, mais on est limité par le temps de presse. Donc, je veux dire, quand on presse du hache, on a déjà concentré les trichomes dans le sac, donc la majorité va sortir en huile. Tandis que les fleurs, il faut presser énormément de fleurs pour sortir le peu de rosin.
Puis le problème, c'est que ça va prendre peut-être 3 à 4 fois presser des fleurs que ça va prendre le hache. Donc, au final, faire du rosin de fleurs coûte plus cher que de faire du rosin de hache si on a déjà réussi à faire du hache en grosse quantité. Y a-t-il une espèce de plus grande perte aussi, une moins grande efficacité de sauter l'étape? Euh, c'est vraiment l'efficacité de si on remplit un sac de 30 grammes de fleurs, puis on va sortir un 13 grammes de rosin, entre 10 et 13 grammes de rosin, tandis que là, on va remplir un sac de 30 grammes de hache, puis on va sortir 25 grammes de rosin. OK. Donc, si, admettons, c'est 3 à 4 minutes la presse par sac de 30 à 40 grammes de fleurs, ben, finalement, ça va prendre une couple de semaines pour arriver à la même quantité qu'on peut OK. presser de hache en dedans d'une semaine. Ah, c'est tellement. J'avais pas tout pris le temps de confection en compte C'est là-dedans, mais c'est super. OK. c'est que tout est facile à faire en petite échelle, mais quand on arrive à la grosse échelle, puis produire pour plusieurs provinces, puis donner accès à plus de personnes, il faut vraiment s'adapter. Faut que chaque Donc, étape soit presque optimisée pour que le produit. OK, ouais. Ah, c'est fou, hein. exactement. Morrison, pour qu'il puisse aller dormir tranquille ou aller écouter une des derniers épisodes de District 31 avec sa copine avant que la saison Yes, finisse. Morrison, je l'ai vu ta question. OK. Fait que 2 fois 15 minutes, bien avant 1 fois 30. Toujours des plus petites brasses, puis les plus petites brasses plus souvent, tu vas voir que ta qualité va diminuer. Puis il y a un terme en anglais qu'on appelle le diminishing return, qui veut dire que si tu pèses ton hash à chaque brasse que tu fais, tu vas voir que la quantité de ton hash diminue à chaque fois. Mais il en reste encore en dedans. Donc, ce que tu veux vraiment faire pour optimiser ton processus pour faire du hash chez toi à la maison, ben, c'est de vraiment avoir un plus gros diminishing return, ce qui veut dire que tu vas sortir X nombre de grammes dans ta première brasse, puis tu vas avoir moins que la moitié dans ta deuxième brasse, puis tu vas avoir encore moins que le quart dans ta troisième brasse. Donc, éventuellement, le but, c'est que tu n'aies quasiment plus rien sorti de là, ce qui veut dire que tu extrais pas mal tout dans tes fleurs. Voilà. Merci. Donc, OK. On continue maintenant le processus de hache et on est rendu à l'avoir mis sur des tamis, fait sécher dans ton espèce de pièce de fou de l'espace, man. Yes. Puis là, ben, tu le ressors de là, puis on s'apprête à le presser. Et là, c'est Fait là que que tout le ça fucking sort, rosin porn vient. yes, ça sort comme des petits patties, des petits cakes. Puis nous autres, c'est vraiment friable. Une fois que tu y touches, ça tombe en poudre. Fait que là, on a notre beau hash. On fait neiger le hash avec des sifters, des petits tamis, puis on met tout ça en poudre. Une fois que ça a poudre bon sang, comme on dit, euh, on remplit des sacs de presse de rosin, puis on envoie ça sur la presse. Puis là, ben, on adapte, dépendamment de la génétique, nos sacs, la recette, la pression, la température, puis Fait que dans notre parchemin peint. ça va dépendre, si, mettons, par contre, je sais qu'on parle souvent de double sac, de mettre un sac Ouais. seulement. Ça Euh, va dépendre de la génétique, je double, suppose. ben, moi, j'aime bien le double sac. Ça dépend vraiment de ton fournisseur puis de ta presse. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est que souvent, si tu fais juste un 25 microns, plus ton micron il est serré dans tes sacs, plus ton sac est fragile. Donc, souvent, ça va te prendre un micron plus bas que le micron de ton hache pour presser du rosin. Ce qui veut dire que si tu as du 45 microns dans ton mélange de hache pour faire du rosin, il faut au moins un 36 ou un 25 microns dans ton sac parce que tu veux filtrer tous les contaminants qui sont au moins de grosseur 45 microns, tu peux les laisser dans ton sac. OK. Puis le reste de l'huile, la résine va sortir de là. Donc, mais le problème, c'est que le sac 25 microns est trop fragile. Quand on le presse, ben, il y a des chances que le sac perce puis le hache sort de là. Donc là, on met un sac plus gros qui ne va pas nécessairement diminuer la quantité de rosin que tu vas recevoir, mais juste renforcer le sac. Donc, on le double dans un 115 ou un 160 microns. Donc, on met OK. ça là-dedans, puis après ça, on envoie ça sur la presse. On s'assure de même parce que si ton sac il burst ou il rouvre, tu vas tout perdre le travail que tu as fait
ça va sortir du beau hache collant, mais tu n'auras pas la résine que tu espérais avoir avec ta presse. D'accord. Puis après, une bonne question de potard, mais qu'est-ce qui va déterminer que tel produit, tu vas le presser plus longtemps, plus chaud, moins longtemps? Dans la génétique, Yes, quel trait de OK. caractère qu'on regarde? Euh, il faut comprendre que plus vous augmentez la température de la presse, puis plus ça va sortir liquide, mais quand ça va se refroidir, ça va avoir une texture de shader. Donc, plus vous pressez à une haute température, plus vous allez finir avec un produit qui est plus cassant. Puis si vous pressez à une plus basse température, ben vous allez ressortir avec un produit qui va être beaucoup plus coulant, puis qui va être Crémeux, qui va avoir presque. une. Ouais, exactement. Fait que carrément, Là, ce qu'il faut faire attention. deux de vos produits, on pourrait carrément déterminer que le Godspace Needle Rosin a été pressé à plus haute température que le Venom Tundra puis tout ça. Ouais, exactement. Donc, Ah, c'est pour ça qu'il y a une texture ça, si c'est. différente. Ok, ok. Ouais, celle-là, celle-là, il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il faut comprendre que la préservation des terpènes. Donc là, on expose le hache à de la chaleur. Puis les terpènes n'aiment pas vraiment la chaleur. Euh, donc, on veut limiter l'exposition pour éviter l'évaporation des terpènes. Donc là, encore une fois, on est en environnement contrôlé. Donc, on diminue la température de la pièce le plus froid possible. Donc, nous autres, moi, j'aime bien travailler entre 13 et 15 Celsius, en autant que c'est en bas de 21 Celsius, parce que les premières terpènes, la limonène va commencer à s'évaporer à 21 Celsius, puis certaines autres terpènes vont commencer à 24, 26, 28, etc. Donc, vraiment, pour garder la pièce en bas de 21, ça, c'est même concept pour faire le hache ou le rosin. Il faut tout le temps travailler dans un environnement plus froid. Puis, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut limiter l'exposition de la résine ou du hache à la température des plaques de la presse. Donc, mais en même temps, si vous diminuez votre température puis vous diminuez votre pression, vous allez diminuer votre rentabilité. Donc là, c'est vraiment de faire des tests pour trouver la bonne recette pour optimiser votre rendement tout en conservant la qualité de votre produit sans trop l'exposer à la chaleur ou trop de pression. Ça, je veux dire, des tests, quand vous en faites, j'essaie de me mettre tout le temps dans la peau du gars qui en presse à la maison, tu sais, puis qu'il est là, il vient de presser son 3.5, il a fait burster son sac, il est comme fuck my life. Genre. Combien vous en Ouais, c'est ça. passez en recherche et développement avant d'être comme satisfait, tu sais? Écoute, normalement, je vais faire un premier sac en recherche et développement. Puis, si ça se passe bien, je suis capable d'ajuster le reste de la recette tout en faisant ma production. Donc, je vais juste altérer de quelques PSI ou quelques degrés de différence pour vraiment optimiser la recette. Puis, une fois que cette recette-là est faite, ben, bonne pour ce génétique-là ou la consistance du hache, des fois, ça peut changer un peu. Mais c'est vraiment là, on va faire comme je fais un sac, je calcule ma rentabilité sur mon sac, le yield, je fais OK, est-ce que c'était vraiment ce que j'avais projeté comme yield? Est-ce que je peux l'optimiser ou c'était vraiment ce que je dois faire avec? Une fois que c'était établi, ben après ça, là, on commence la production. Ok. C'est... Ça me fascine, man. C'est une scène. Puis, C'est, puis, il y a toute une science pour remplir vos sacs. Hein. À la maison, là, si vous avez des sacs, dépendamment de la grosseur, là, assurez-vous que la pression elle est uniforme dans votre sac. Parce que quand vous allez la mettre sur la plaque, si vous avez plus de pression d'un côté, quand la plaque va descendre, toute la pression va s'accumuler, puis ça va sortir, puis là, vous allez burster vos sacs. Donc, ça sonne un petit peu ridicule, mais faites un massage à votre sac, s'assurer que la pression est uniforme partout dedans. Ça, c'est bon pour les fleurs autant que c'est bon pour le hache. that's it, man. That's it. Puis, juste par curiosité, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en magasinent aussi, puis qu'on en a vu dans d'autres visites, quelle marque de presse vous utilisez? Quel brand? On utilise le Pure Pressure Long Peaks. Par Pure Pressure, c'est leur plus grosse presse. Donc, mais par exemple, c'est pas énorme la quantité de PSI qu'on a dessus. Fait que c'est 140 PSI maximum, mais on peut établir différents cycles de pression avec le temps. Donc, c'est vraiment une machine qui est faite juste pour le rosin.
Puis on peut sauvegarder des recettes dedans. Donc, une fois qu'on a la recette sauvegardée, après ça, Oh, on peut standardiser la shit. production. OK, ça c'est next level, là. Tu peux Yes. programmer ta presse. OK, là, j'étais comme moi, ils notent ça dans des petits cahiers Canada, puis là, à chaque fois, il faut qu'ils roulent. Là, OK. Puis là, attends, là, t'es en train de m'envoyer dans un rabbit hole, là, mais est-ce que le mot rosin est le vrai terme français pour rosin, ou est-ce qu'on est en... Ah, écoute, Non, mais je trouve ça beau. je C'est-tu sais genre pas. R-O-S-A-I-N, ou c'est... C'est rosin. Et j'ai voulu faire la traduction pour nos produits d'emballage. Puis Google me donne sève. Sève? On n'appellera pas ça de la sève de cannabis vraiment, là. Donc, je pense que rosin, c'est un nom. Donc, on faut juste le garder comme c'est, puis on fait juste honorer le produit en tant que tel. Mais c'est carrément la prononciation en français du mot, la façon que c'est écrit en anglais, là. C'est pas une... Ouais, puis en anglais, on appelle ça Rosin, rosin. Ouais. il y a déjà résine, rosin, rosin. Rosin. Ouais, parce qu'il y a resin aussi, donc la résine. Puis il faut pas c'est La rosine? la résine, c'est fait à partir d'hydrocarbone. Donc c'est Ouais. fait à partir d'extraction de butane. Mais le rosin, c'est sans solvant. Mais là, toi, Et c'est vraiment. tu me le masculinises, là. C'est là que vient le débat, je pense. Est-ce que c'est le rosin ou est-ce que ce serait la rosine? Parce qu'en Ah, anglais, je c'est pense que. rosin, I mean. Ah, moi, je le mets au masculin, mais ça reste une beauté pareil, donc C'est ça peut-être une pourrait être femme. féminin. Ah, c'est bien répondu, ça. On va avoir le chat qui va pouvoir décider si vous préférez que ce soit masculin ou féminin, le rosine ou la rosine. Vous répondrez sur YouTube aussi dans les commentaires. C'est bon pour l'algorithme. Ok, il faut que je le fasse une fois de temps en temps. Ça, tu m'excuseras. On est rendu où, chat? Je vois vos questions. Vous avez toutes des bonnes questions. En plus, toi, on est rendu où, là? On a commencé à presser, dépendant des différentes températures. Ça sort comme ci, comme ça. Oui, je veux savoir. T'en as parlé tantôt, l'emballage. Ça doit être tout contrôlé aussi parce que je veux dire, votre produit, là, l'expérience commence au moment où l'on l'ouvre. Il est tellement pur, il est tellement beau, il est tellement bien déposé, j'ai l'impression dans les petites fioles que c'est presque surprenant. Tu sais. Comment vous faites? Écoute, le- c'est tout portionné à la main. On n'est pas une grosse équipe, hein. On est seulement 4 au laboratoire. Puis, on essaie de faire avec les ressources qu'on a. Mais ce qu'on fait, c'est que c'est simple. Selon Santé Canada, puis les standards, on a le droit à 10% de marge de manœuvre entre le poids établi pour l'emballage. Donc, si on a un produit d'un gramme, on a le droit de mettre entre 0,9 puis 1,1 gramme, Yep. selon Santé Canada. Mais, comme tout bon consommateur, j'aime que mes produits soient au poids établi sur l'emballage ou plus. Ouais. Donc, nous autres, on pèse tout à la main, puis on réduit notre pourcentage, notre marge à 5%. Donc, je veux dire que nous autres, à la place d'être entre 0,9 et 1,1, on fait seulement des 1 gramme à 1,1 gramme. Puis c'est tout pesé à la main. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des gros serpents avec notre brique. Puis après ça, on fait juste du portionnage sur des tapis en silicone dans des pièces un petit peu plus froides. Puis après ça, ben, on les met dans nos contenants qu'on a nettoyés un par un. Puis après ça, une fois que c'est entreposé, on laisse le produit s'établir tout seul dans le contenant. Donc, c'est vraiment juste parce que le produit est encore en vie, puis il va changer avec le temps. Donc, c'est pas vraiment, on l'a pas pressé dedans, on a juste vraiment mis la boule dans le OK. contenant, puis le produit se fait par lui-même. Avec la température de la pièce, ça va juste revenir un petit peu plus... ça va Puis s'uniformiser. vous seriez surpris à la maison, le monde qui ont acheté le God Space Needle Live Rosin, là, Ouais. il est vraiment solide puis il est dur à sortir de là, mais on l'a pas mis comme ça dans le contenant. C'était vraiment une boule. Puis, si vous rendrez compte que si vous le cassez, puis vous le laissez pendant 2-3 heures sortir, vous le laissez reposer, il va reprendre sa forme comme liquide solide, comme solide plat dans le fond. Donc, c'est vraiment juste parce que il bouge lentement puis il est friable. Mais c'est encore live, ça bouge encore. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'en ai plus d'un côté que l'autre. Mhm.
Ça a coulé un peu, dans mon ouais. contenant, simplement parce que mon pot était penché. Donc là, il a commencé à couler. Mhm. Donc, il est vraiment pas solide. C'est juste de la texture que ça a avec le cannabinoïde, le CBG qu'il y a dedans. C'est un de mes C'est produits. vraiment C'est caractéristique. un de vos produits que j'adore le plus, là, honnêtement. Moi, c'est ça, j'ai tendance à garder le couvercle Écoute, par-dessus quand je viens pour le casser parce que je veux pas que ça fly puis tout puis que ça revole les, partout. les reviews sont mitigées. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, mais moi, c'est mon produit favori. Ah, moi, c'est le goût de Ça a sapin, des le notes. pinène. Ah ouais, moi ça me rappelle des ananas flambés caramélisés. Puis, une autre affaire aussi, c'est que quand je prends mon dab de ça ou que je le fume, je l'expire par le nez, puis ça commence à me piquer dans le nez, juste comme quand je bois un petit peu trop de boisson gazeuse trop Ok, vite, ouais, là. ouais, je vois J'aime ça. ça, ça me donne le petit effet, là. Ah, j'adore Ah, ce moi, je produit-là. le mets vraiment à part de vos autres produits. J'aime beaucoup le Venom, j'aime beaucoup le Tundra, mais lui, il a une expérience de dabbing. J'ai pas beaucoup d'expérience encore, faut que je le note, là, mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est presque comme une balade en forêt l'hiver, là, où est-ce que tu mets une bonne grosse puff de sapin, puis non, j'aime vraiment ça. Il y a presque un peu de menthe aussi dedans, là, pour vrai. Puis, c'est pas trop fort, donc on parle pas d'un produit à 80% de THC. Tu sais, on a un beau petit 52% de Mhm. THC qui est balancé, mais je veux dire, avec les effets du CBG, ça fait juste vraiment te relaxer. Moi, c'est mon go-to quand j'arrive on the couch. Puis quand j'en ai de ma journée pour travailler, là, puis j'arrive à la maison, Faut puis décrocher, je là. veux gamer. Ouais. Ouais. J'avais une question qui est passée dans le chat que je veux vraiment relever de Robert Paul 94. Moi, j'aimerais qu'il explique comment il a séparé mécaniquement le THC des terpènes. Il a posté une photo sur Discord. Ça m'a blow mind bien raide. Là, je pense qu'on doit être dans du Yes! solvant, right? OK, séparation mécanique du rosin. Donc, si vous regardez dans le Discord, j'ai Je posté meurs à trois chaque fois. photos. Rosin. Euh, la photo, la première photo, c'est le produit qu'on a commencé avec. Donc, on ne peut pas séparer n'importe quel produit. Il faut vraiment que ce soit un produit qui est friable. Donc, il se défait un petit peu comme du sucre compressé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met ça dans un sac 25 microns, un petit peu comme on presse le rosin, mais on met le rosin directement dans le sac. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on met ça sur la presse avec une légère température. On parle d'à peu près 30 à 35 Celsius, mais on va mettre de la pression qui va s'accumuler à travers le temps. Puis à partir d'à peu près 2 à 3 heures, on commence à voir les terpènes qui commencent à se séparer. Puis à l'intérieur, tout ce qui reste, c'est le THC. Donc, ce qui arrive, c'est que le THCA, qui est la version acide aminé du THC, donc le A qui est encore attaché, donc non décarboxylé, se cristallise naturellement. Donc, ce qui arrive, c'est que si vous avez un rosin qui vous pressez, qui cristallise juste après votre presse, vous savez que c'est fort en THC parce que le THCA se cristallise normalement. Donc, tout ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a appliqué de la pression, puis les terpènes se sont séparés naturellement. Puis après ça, quand vous ouvrez votre sac, bien, vous vous retrouvez avec du THCA isolé, donc concentré. Normalement, c'est à peu près à 98 ou 99 Après ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une petite flat top, là, un petit truc pour faire cuire vos œufs. Là, puis là, pas une poêle, faites pas ça sur votre four, mais des petits plaques chauffantes électroniques vous mettez un papier parchemin, puis vous pouvez le faire chauffer à très basse température. Ça va décarboxyler votre THCA en THC, puis là, vous faites vos cristaux de THC. Vous refroidissez ça, ça va solidifier encore, vous le cassez, puis après ça, vous pouvez mettre ça dans votre pot, puis verser votre turp sauce, puis vous avez fait votre diamond and sauce vous-même. Vous pouvez aussi laisser ça à des professionnels puis être bien prudent, mais faites attention à la maison. OK. Wow. Insane, man. Insane. OK. OK. J'ai une autre question qui me vient en tête, puis je ne vais pas l'oublier, mais c'est assez intéressant. Aujourd'hui, j'ai fait une petite review d'une cartouche 510 de distillat. Justement, de Yes. THC à 85%, où est-ce que là, la compagnie, sans la nommer, refait une recette de terpènes végétaux qui est inspirée d'un strain de cannabis quelconque, dont ils vont appeler le produit ensuite distillat, indica, telle génétique. Deux questions. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et deux,
Est-ce que tu connais un peu la méthode? Parce que c'était la question que mon viewer posait sur... il est peut-être là d'ailleurs, 420 Sky, qui posait sur YouTube. Comment on fait ça des cartouches 510? Comment on passe justement après de un concentré solventless à la petite capsule puis à toute la technologie? All right. Je vais couvrir les terpènes extraits avant, puis après ça, on va aller dans la cartouche. Yes, sir. Ce que j'en pense, quand vous regardez des produits avec des concentrés, justement, puis souvent, des concentrés extraits avec du butane, eux autres, ils vont les perdre des terpènes, puis ils sont obligés de les rajouter. Mais le problème, c'est que des terpènes de cannabis, ça coûte cher à extraire. Puis, si vous les avez perdus en chemin, ça coûte moins cher de racheter des terpènes qui ont été isolés d'une autre source. Donc, ça peut être parce que les terpènes, ça vient de n'importe quelle plante. Donc, vous pouvez extraire vos. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient les terpènes avec de la vapeur sur des plantes qui ont des terpènes en commun, puis après ça, ils les réintroduisent dans leurs produits. Donc, ce n'est pas vraiment des terpènes de cannabis en tant que tel, c'est des terpènes végétales. Moi, ce que j'en pense de ça, je pense que c'est pas une pratique qui est honnête parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est conserver les terpènes du cannabis et l'expression de la plante elle-même. Donc, si après ça, vous venez y rajouter une identité supplémentaire, vous n'avez plus vraiment le produit authentique. Est-ce qu'un effet d'entourage chimique, je ne peux pas dire chimique, mais est-ce qu'un effet d'entourage artificiel peut être recréé? Je pense qu'un effet d'entourage peut être recréé. Le problème, c'est que la composition complexe des terpènes dans le plant de cannabis ou dans n'importe quel produit de cannabis, c'est dur à recréer. Donc, ces compagnies-là vont peut-être réintroduire 4 à 5 terpènes dans leurs produits. Le problème, c'est qu'ils doivent en avoir plus de 100 à 150 terpènes dans leurs produits. C'est juste que c'est soit qu'ils sont trop basses, ils n'ont pas été détectés en laboratoire, mais tout ça, ça a un effet sur l'authenticité de l'identité du produit. C'est un peu si, mettons, on voudrait faire une très grosse métaphore vraiment boiteuse, là, je suis vraiment bon là-dedans, mais c'est la différence entre acheter, je sais pas, une espèce de gâteau réfrigéré que tu fais juste décongeler chez vous, puis d'aller acheter un vrai gâteau d'un pâtissier qui a mis plein d'arômes naturels à la place des arômes artificiels, puis qui a mis plein de bons ingrédients purs à la place de quelque chose d'industriel, si on veut. Exact. Okay. Puis je voudrais retourner sur les sémantiques, la définition de l'effet entourage. Tu en as parlé un peu, mais je voudrais juste expliquer légèrement comment c'est. L'effet entourage, dans le fond, c'est qu'on a commencé à observer, à étudier que certaines terpènes ont un effet précis avec un autre terpène en présence. Quand ces deux-là sont ensemble, ils vont avoir un effet précis sur le corps. Mais quand on enlève une des deux, on n'a plus le même effet. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu as ce terpène-là dans ton produit que ça va donner cet effet-là, mais quand tu as les deux ensemble, ça va donner cet effet-là. C'est ce qu'on appelle l'effet entourage. Donc, ça ne veut pas dire parce que vous avez du limonène dans votre produit que ça va vous donner faim ou que ça va ouvrir l'appétit. Mais si vous avez du limonène avec du myrcène dans vos produits, là, vous allez avoir l'effet entourage qui donne cet effet-là. Est-ce qu'on en connaît? une complexité. Est-ce qu'on en connaît justement, là tu viens de nommer limonène myrcène pour stimuler l'appétit. Est-ce qu'on en connaît d'autres qui commencent à être mieux connus? Parce que je t'avoue que même moi, là, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je dis les terpènes, qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi que ça goûte le citron, dis-moi que ça goûte le sapin. Lâche-moi que tes mots scientifiques, là je suis rendu un pro de je veux qu'on ait les terpènes écrits sur les pots, tu sais. Vive l'effet d'entourage, fuck le taux de THC, pensons plus à l'effet d'entourage. Mais je parle un peu à travers mon chapeau en disant effet d'entourage tout le temps. Je connais pas exactement, comme toi, tu viens de nous en nommer deux avec un effet concret. Quel qu'on connaît de plus en plus ou il y a des études, disons, qui backent ça de plus en plus? Il y a le cariophyllène qui est souvent la terpène la plus populaire dans tous les produits de cannabis. Le cariophyllène, souvent, c'est la terpène qui va être retrouvée dans tous les produits d'épices et de poivre. Donc, ça va être très poivré. Le cariophyllène a été prouvé scientifiquement que ça peut aider à combattre la douleur en passant par le système endocannabinoïde. Excusez, je retire ce que j'ai dit. En utilisant, donc ça a une conjonction avec le système endocannabinoïde. Les terpènes ne sont pas transformés par le système endocannabinoïde, mais ont un effet directement sur le corps. Et le cariophyllène, en tant que tel, a un effet antidouleur et inflammatoire. Okay. Anti-inflammatoire, sorry. Donc, ça a été vraiment une des terpènes qui était vraiment, le cas était vraiment isolé.
À travers ça, il y a aussi il y a certaines études. Le problème, c'est que les recherches sont très précaires encore. Ça commence à sortir de plus en plus, mais là, il y a certaines recherches comme il y avait ce mythe-là qui tourne encore souvent, comme quoi que la mangue te Oui. donnerait un plus gros high Le avec ton myrcène de la cannabis. mangue ou je sais pas trop quoi. Là. Exactement. La mangue est riche en myrcène, donc apparemment que le myrcène augmenterait les effets psychotropes du THC dans les produits de cannabis. Donc, il y a certaines études qui commencent à sortir. Le problème, c'est qu'il y en a tellement de terpènes dans un produit, puis les recherches la recherche est un peu lente parce qu'avant 2018, il n'y a personne qui avait accès au cannabis au niveau de recherche scientifique sans vraiment jouer dans une espèce de tourbillon de légalité qui Mhm. était vraiment un cauchemar. Mais C'est maintenant, c'est la ça beauté de la commence. légalisation, c'est ça. On commence à pouvoir justement Yes. relier des points, puis un peu sans avoir à se cacher sur des forums derrière des usernames pour échanger du savoir, puis pouvoir le Oui, backer avec c'est des ça. études, tu sais, à place que ça reste juste du bro science, chacun de notre bord. On était rendu, oui, l'extraction de terpènes, THC, tout ça. Maintenant, la cartouche, peut-être? Yes, la cartouche. Donc, chaque rosin est différent. Comme vous pouvez voir ici, là, j'ai mon petit Venom OG euh, qui est comme qui a figé. Donc, on a eu un cold cure, puis c'est devenu comme un petit peu plus une texture de beurre. Le truc, c'est que ce rosin-là, si on l'expose à une température on l'expose à une température sur des longues périodes de temps avec de la pression, le THCA va se décarboxyler, convertir en THC, puis la stabilité du produit va devenir plus liquide. Donc après ça, une fois qu'on a stabilisé le produit en version liquide, on peut l'injecter dans une cartouche. Un produit comme ça ne pourrait pas rentrer dans une cartouche, il faudrait le transformer un petit peu plus loin. Le problème avec ça, c'est que des fois, les rosins peuvent devenir liquides, mais vont se resolidifier avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'après ça, on commence à élaborer avec la séparation mécanique du THCA puis le terp sauce, comme j'ai montré sur Discord. C'est vraiment pour essayer de trouver une solution au problème qu'on a de mettre du live rosin dans une cartouche 5-10 thread pour les vapes. On en a fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherche et développement là-dessus, puis je suis arrivé à la conclusion que c'est pas la qualité de la cartouche en tant que telle va jouer, mais c'est pas la qualité de la cartouche qui va être game changer. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est la stabilité de notre produit. Donc là, c'est pour ça qu'on commence à jouer dans la chimie à l'intérieur des cannabinoïdes, des terpènes, puis de faire un balancement entre la quantité de terpènes qu'on met dans le produit et la quantité de THC pour garder ce produit-là à l'état liquide. OK. J'avoue que c'est un peu moi la déception. Je suis moins fan de distillats sans effet d'entourage puis tout ça, mais d'avoir quelque chose qui goûterait aussi bon par contre, comme que ton Godspace Needle, avoir le même effet, le même espèce de hit, toutes les Oui, terpenes, c'est reprendre vraiment toutes les mêmes terpenes puis les ramener dedans après. Ce serait un beau défi. Je sais que c'est encore difficile aussi pour le fait que ces cartouches-là, comme tu dis, il y en a qui vont être de meilleure qualité, ça va peut-être influencer, mais il y a beaucoup de fail, il y a encore des cartouches qui brisent, il y a encore des trucs qui cristallisent, ou je suppose que le transport, dépendant des températures au Canada, doit influencer c'est aussi ça. beaucoup sur l'état du produit. Donc, pour un micro ou un moyen producteur d'investir son produit, de mettre ça dans des cartouches, puis qu'après ça, devoir assumer les remplacements ou les refunds quand ça marche moins bien, c'est moins le fun. C'est ça qui arrive. Puis, de la manière que ça fonctionne, les marchés, écoute, l'OCS, la SQDC, toutes les grosses plateformes de distribution pour le cannabis, il faut que ça fonctionne dès le départ. Donc, si on sort un produit qui a un taux de 10% de défectueux ou quelque chose comme ça, ou ben, à un moment donné, ils vont dire, ben, écoute, les gens l'adorent, mais il y a quand même 10% qui ont des problèmes avec, fait qu'on n'en recommandera pas d'autres. Hmm. Parce que la compétition est tellement rough, il y a tellement de compagnies qui sont là puis qui veulent avoir leurs produits dans ces distributions-là, qu'il faut vraiment que quand tu sors ton produit, il faut qu'il soit vraiment fini. Si tu as encore du travail à faire dessus, c'est que ce n'est pas le temps de l'envoyer sur le marché. OK. C'est.
C'est complètement fou de cette espèce de pan-là de la légalisation, tu sais, le fait que c'est compliqué aussi de faire ce que vous faites, juste la paperasse pour avoir les permis, pour avoir des usines, des installations qui sont validées, souvent ça l'échappe aux consommateurs, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi que tout ce qui est rosin, tout ce qui est distillate, puis tout ça, vape pen, même rentrons ça là-dedans, là, les mauvais vape pen avec les batteries non réutilisables, c'est souvent acheté sur le marché noir, qu'on va appeler le marché gris aussi, tout ce qui est les mums et quoi que ce soit. Ils n'ont Ouais. pas le même chemin à parcourir, disons, puis des fois le prix va être un peu moins cher, etc. Non, Mais c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on travaille avec. Il faut que tous nos produits soient testés en laboratoire. Puis là, on teste plus que juste le THC, le CBD puis les terpènes. Tu sais, on va regarder s'il y a des pesticides, s'il y a des métaux lourds, s'il y a des bactéries dans le produit. Donc, il y a certaines limites. C'est des standards pharmaceutiques européens qu'on est établi avec. Donc, tout le monde qui travaille dans le marché gris n'a pas ces limites-là. Donc, eux autres, ils peuvent vraiment jouer comme ils veulent avec, mais nous autres, il faut faire vraiment attention là-dessus. Donc, vous serez surpris, là, sur le marché noir, il y a beaucoup de produits qui ont des hauts taux d'arsenic dans leurs produits ou de microbes, spécialement dans les fleurs et dans les concentrés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de jouer avec, puis de dealer avec ça. Puis, il faut rentrer dans ces standards-là, ce qui rend la tâche encore plus difficile parce que là, une fois qu'on a eu toute cette casse-tête-là de résoudre les standards établis par Santé Canada, après ça, on peut faire de la recherche et développement pour créer des nouveaux produits. il peut y avoir des produits de qualité quand même sur les marchés noirs, puis tout ça. Je veux pas non plus qu'on pense qu'on est Ah, en train de généraliser ou tout quoi que ce soit, il mais fait du top fire. il y a du top fire, tu sais, ça vient pas non plus, ça vient pas non plus, ça n'a pas été inventé en 2018, la bonne rosine, puis tout C'est ça. ça. Mais, euh, mais ouais, il y a quand même un suivi qui est moins tête. Il y a OG Raymond qui posait une bonne question. OG qui vient de Just Fire, Juste Feu, les produits à Trick, qui demandait si toi, tu as à faire 2 COA ou juste un. Est-ce qu'il faut que tu en fasses un sur le produit de cannabis une fois à la récolte? Est-ce qu'il faut que tu en fasses un après ça sur le Bonne produit fini question. aussi? Fait que nous autres, on fait vu qu'on transforme toutes des fleurs fraîches congelées, on n'a pas besoin de faire terpènes, potency, puis tout ça. Nous autres, on analyse métaux lourds, pesticides puis microbes au début, avant de faire notre hash, parce que c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Une fois qu'on fait notre hash, après ça, on fait un COA. Dépendamment, parce que là, après ça, il faut savoir, on a concentré toute cette résine-là. Donc, des fois, les chiffres peuvent changer. Donc, on fait notre COA à partir de ça. Si on sait que notre hash s'en va pour faire du rosin, ben, on va juste faire, admettons, THC terpène pour le hash. Puis après ça, on va faire notre COA avec tout ce qui est métaux lourds, les pesticides, les microbes, le potency, les terpènes. On fait ça au produit final. C'est sûr qu'on évite de faire trop de COA pour rien. Ça coûte cher. En passant, COA, c'est Certificate of Ouais. Analysis Certificat, pour les laboratoires. Ouais. certificat d'analyse en français, là, c'est ce qu'ils n'ont pas le choix de fournir, dans le fond. Que ce soit un producteur de cannabis ou un transformateur, c'est ce qui va déterminer le taux de THC que vous voyez sur vos étiquettes aussi. Donc, Exactement. ils n'ont pas le choix de fournir une Donc, analyse comme ça. nous autres, ça va me faire plaisir de vous montrer ça. On va lancer notre nouveau site Internet, idéalement à la fin du mois. Puis, on va mettre toutes nos analyses sur notre site Internet. Fait que vous allez pouvoir tout aller voir exactement le nombre de terpènes. On a 24 terpènes analysés dans tous nos produits. Donc, ce n'est pas juste les 5 terpènes que vous voyez à l'arrière de notre emballage, mais c'est vraiment, il y en a 24 à l'intérieur. Puis il y en a plus que ça, mais nous autres, c'est le laboratoire qu'on fait faire avec, c'est eux autres, ils trouvent ça pour l'instant. Il faut comprendre que ça coûte cher essayer d'analyser des nouvelles terpènes parce qu'il faut qu'ils achètent des banques de données. Puis souvent, c'est à peu près 40 à 50 000 pour avoir une terpène de plus dans leur banque de données. Donc, eux autres, ils travaillent de plus en plus pour essayer d'en trouver. Mais après ça, c'est que c'est bien beau. Quelqu'un peut me promettre qu'il peut analyser 91 terpènes dans les produits, mais à quelle efficacité? Puis est-ce que c'est fiable comme résultat? Est-ce que ça a été validé par Santé Canada ou quelque chose comme ça? Donc, ça, c'est toutes des affaires qu'il faut vérifier au début.
Donc, nous autres, les laboratoires qu'on fait avec, on a vérifié toutes leurs méthodes de validation, ce qui fait qu'on sait qu'ils sont fiables pour ça. C'est, dans le fond, comme tu dis, pas, c'est cher des tests comme ça. Fait qu'à place de faire des fois, je l'ai vu se faire dans l'industrie pour des fleurs de cannabis, on envoie notre fleur à 3 4 différents laboratoires. On prend le COA qui fait le plus notre affaire. Si ça fait pas notre affaire, on va en renvoyer presque jusqu'à temps que ça fasse notre affaire. Vous êtes plus. On a un bon contact avec un laboratoire, on a confiance en leur système. On Exactement. l'envoie puis on prend ce qu'ils nous redonnent. En réalité, là, on n'est pas censé faire plus qu'une analyse avec plusieurs laboratoires. Parce que c'est une mauvaise pratique de dire on va l'analyser avec 5 laboratoires différents, puis on va prendre les résultats qu'on aime le plus. C'est une mauvaise pratique. Donc, Santé Canada n'aime pas ça quand les compagnies font ça. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver un partner qu'on valide euh, leur méthode d'analyse. Puis après ça, une fois que c'est fait, ben, on utilise constablement, on utilise tout le temps la même source. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire, pardon? Non, j'ai un petit blanc ici. La marijuana affecte la mémoire. Ah oui, par rapport aux terpènes, on a eu une game à un moment donné de justement les gens qui commencent à s'allumer à l'effet d'entourage, à l'importance des terpènes, où là, on avait des cannabis à 3,5% de terpènes, où les gens, oh, ils goûtent vraiment bien. Puis là, à un moment donné, il est apparu des cannabis à 5,6% de terpènes. Mais quand tu regardes l'analyse, c'est peut-être 1% de myrcène, 1% de cariophyllène, mais tu as 3,4% de other terpenes qui sont en infime petite quantité, mais qui sont là quand même. Est-ce que le pourcentage de terpènes ne devient pas un peu un outil de marketing aussi quand c'est utilisé comme ça? Yes, ça devient un outil de marketing parce qu'on s'entend que si vous avez 0,001% d'une terpène dans votre produit, on, c'est pas considérable. Quand on a un demi-pourcent, ça devient considérable. En bas de ça, c'est vraiment léger comme quantité. C'est sûr que si vous retrouvez une terpène à 2 ou 3%, là, on commence à parler de quelque chose de vraiment concentré ou d'avoir une grosse source de ce terpène-là dans un produit. C'est pour ça que nous autres, on met juste les top 5 parce que c'est sûr qu'on peut dire que hey, on a une terpène super rare dans notre produit, mais on en a des microgrammes Mhm. dedans. Donc, c'est pas honnête comme Encore une pratique. fois, tu dis ça devrait être une espèce de pratique qui se standardise. Il devrait y avoir, nous autres, on a la KIC au Québec, là, qui est comme un regroupement de producteurs. Il devrait y avoir une entente, je trouve, entre ces regroupements de producteurs de dire on va avoir des bonnes pratiques, justement. On va prendre un laboratoire, on va faire juste les 4 ou les 5 top terpènes sur notre emballage à place de compter tous les micros ou les infimes petits restants de terpènes qui restent. Tu sais. Yep. Je pense qu'on est peut-être rendu à une période de questions aussi, parce que je vois le temps filer puis je veux laisser la place aux viewers. Y avait-tu d'autres choses avant que je leur laisse plus te bombarder de questions que tu aurais aimé Non, on aborder? peut y aller pour les questions, mais c'est quand même le temps d'une petite fumette. Puis, en tout cas, je voulais juste vous dire, moi, aujourd'hui, je suis sur le Venom OG, donc de Earthwolf, mais j'utilise un beau petit device que j'aime bien ici, qui est le Puffco Plus. Yes. Donc, yes, c'est un beau petit produit parce que, oups, il fume un peu encore. Le Dab Tool est intégré à l'intérieur dans le mouthpiece. OK. Donc, vous pouvez prendre votre produit avec le Dab Tool, puis c'est vraiment juste une chambre en céramique. Donc, c'est un beau petit produit. Mais Sandy, votre fumette, qu'est-ce que vous fumez à soir dans le chat? Yes, that's it. Vous êtes rendu sur quoi ce soir? Moi, j'étais pas prêt. J'avoue que j'aurais dû me préparer un de tes produits. Puis tout. Mais bon, je suis comme. Honnêtement, genre, je suis plus stone de ton savoir présentement. J'ai même pas besoin de fumer. Je suis comme juste fucking content de pouvoir jaser de tout ça, man. C'est fucking intéressant. Puis je pense que le chat aime ça aussi. Est-ce que vous avez des questions, chat? Y a-t-il quelque chose? Là, ça peut partir à droite, à gauche dans tout ce qu'on a parlé, puis d'autres choses aussi. Allez-y fort. On a du gros savoir au bout de la ligne, man. Ça filme du Dark Side of the Moon, ça filme du Wedding Cake, Purple Mountain Majesty, petit dab de God Space Needle pour Poutine. Il y en a une couple que j'ai. Moi, j'ai ramené de Ouh, vos Bruce trucs. Banner, ça, j'aime bien ça. C'est une de Yes, mes très bon préférées. strain. Simon Choose, ok. Gelato Mint, Booba Kush, Big Fruit Live Rosin. Let's go. Ça fume pas de la scrap, c'est propre. Non, non. Early Lemon Berry, yes. Je peux vous montrer
bon, un petit projet on the side que j'ai fait à la maison, là. Let's go. Mais petit prototype. On n'en parle pas à personne, secret. Oh, attends. Ça, c'est Canagar, genre blunt? C'est un blunt roulé avec du hache, ouais. Recule-le un petit peu, je pense que ta caméra fait pas le foyer trop proche. Ouais. Ça, Ok. c'était 1,5 gramme de hache avec 0,6 grammes de gelato à l'intérieur. Let's go. Ok, fait que c'est le papier, c'est du H seulement, là. C'est ça que tu jases. Le papier, c'est du hache, fait Un qu'il bon va vieux juste H avoir stick. un petit tip en bambou qui va venir au bout. Puis ça va faire un beau gros party stick pour C'est plus tard, ça. disponible bientôt chez Mendo, c'est ça? Ah, écoute, je suis à la recherche d'idées pour comment augmenter la production de ces produits. Ok. Donc, si jamais vous avez des idées puis vous voulez voir ça arriver sur le marché légal, envoyez-moi vos idées. Tu sais que j'ai Puis, déjà vu je suis toujours... des hash sticks de chez Shelter Market. Je pense que j'ai déjà vu ça passer aussi. Ok, c'est fucking Mhm. nice. Mais Puis, là, c'est ça. On veut une fleur dedans. Donc, ça ouais. pourrait être soit des fleurs de CBD avec un gros H, ou ça pourrait être un H de CBD avec des grosses fleurs dedans. Yep. J'avais une discussion parce que là, il faut que je fasse ma vidéo pour remercier. Merci d'ailleurs à tout le monde qui écoute encore une fois les 10 000 abonnés sur YouTube. Tu sais, le classique vidéo, je fume un gros bat impressionnant pour fêter mes 10 000 abonnés. Fait que là, ce que je veux me faire, c'est un joint un peu de turbine ou un joint donut, mais avec de votre live rosin, justement. T'sais. Fait que je pensais peut-être prendre le Venom, le laisser au congélo un certain temps, le sortir, essayer de me rouler un petit tube de rien, là, quand même, peut-être un pouce, quoi que ce soit, puis le placer au centre d'un joint, mettre du cannabis tout le tour, puis me Yes. fumer ça comme si c'était un stick de hache. Là, ça se fait, right? Ouais, tu peux faire ça, ou bien, si tu veux vraiment le faire fancy, tu peux faire ton petit snake de rosin tout froid, puis tu peux l'enrouler à l'extérieur de ton joint aussi. À l'extérieur, j'ai peur d'en perdre, man. C'est ça, c'est un petit peu tricky. C'est Ouais. vraiment juste pour le look, là, mais parce que ça peut couler. Mais à l'intérieur, écoute, un bon Cool, vieux classique, hein, euh, faire un donut. je partais sur un trip encore plus après avoir parlé avec Jay. Là, je sais pas s'il est encore là sûrement, là, mais je me suis dit, j'ai encore de leur bubble hash aussi. Je vais me rouler le stick. Après ça, je vais le rouler dans le bubble hash. Après ça, je vais le déposer dans le cannabis, man. C'est genre, je vais déposer après ça des petits shaders de God Space Needle dans le joint. On va, on va redéfinir le terme faire des donuts dans le parking. Ça va faire des donuts dans ma tête rendu là. Ouais. Il y avait une question tantôt que Wabit a posté, puis je vais lancer la période de questions comme ça, mais n'hésitez pas, chat, à poster des questions. Si tu as un burst de sac, là, je pense que les presseurs à soir, c'est le temps. Là, si vous voulez avoir des questions de pro, là, si tu as un burst de sac, y a-t-il une façon de récupérer ça? Ouais, écoute, j'appelle ça du burst hash, là. T'as pas mal, félicitations, t'as du gros full melt, là, mais euh, c'est dur à aller rechercher. Dépendamment, si vous êtes capable d'arrêter la presse rapidement, sans trop mitiger si vous mitigez les dégâts, c'est correct. Vous pouvez le remettre dans un autre sac puis le represser. Si vous vous rendez compte que ça a bursté puis c'est déjà dans votre papier parchemin, je vous dis que c'est pas mal un petit peu difficile parce que là, ben, votre hache va avoir mélangé avec du rosin en tant que tel. Je ne le mélange pas dans tout mon mix de rosin, je le mets à part, mais souvent, c'est le genre de trucs que je vais mettre dans des joints là, que je vais rouler ou vous pouvez l'utiliser à la pipe ou même si c'est assez propre, vous pouvez le daber. Mais une fois que ça a bursté, vous avez un petit problème dans les mains. Là. Mm. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de perte. Hein, vous pouvez l'utiliser ailleurs, mais pour le represser en rosin, par exemple, ça pourrait être un petit peu complexe. Vous pouvez essayer de le refroidir légèrement au frigo, puis le remettre dans un sac. Ou si jamais vous le pressez, si vous avez des sacs, mettons, vous pouvez utiliser juste un tiers de sac aussi. Là, si vous avez juste un peu de hache, vous l'enroulez là-dedans, vous faites un bottleneck, puis vous mettez ça sur votre presse. Mais personnellement, si ça a déjà burst, je vous dirais de juste vivre avec puis de fumer votre hache avec. Si c'est pour les fleurs, c'est une autre affaire. Si vous burstez avec des fleurs, euh, vous pouvez couper votre sac puis le remettre dans un autre sac. C'est un petit peu de problème, mais si vous avez bursté avec des fleurs, finissez votre presse en premier
parce que si vous repressez les fleurs, le rosin qui va sortir de là va être plus foncé. Donc, finissez quand même votre presse. C'est mon petit conseil là-dessus. Prenez ce qu'il y a à donner, puis après ça, dealer avec les dommages collatéraux. Ouais, exactement. OK, OK. Ça va. Le chat est figé, man, devant tant de savoir. Ah ouais, des fleurs pré-mélangées avec du hache, on y pense, on y pense. OK. Ça s'en vient, là. Écoute, il y a des petits projets pour 2022, là. Let's go. Pour presser à la maison, si on n'a pas de presse et pas de moyen d'en avoir, y a-t-il un moyen de presser autre que l'astuce du fer à cheveux? J'étais sûr que ça s'en allait vers là. Écoute, on rit, hein, mais ça a été inventé avec le fer à cheveux. Fait que, Mhm. je veux dire, on peut pas l'ignorer, mais sinon, si vous avez un petit budget, il faut avoir quand même une presse hydraulique usagée pour 100-120 $. Puis après ça, vous allez vous chercher des plaques. Là, ça va vous coûter 50-60 $, là, peut-être pour les moins chers. Ouais. Mais si vous êtes rendu à faire du rosin, c'est parce que vous êtes prêt à investir pour avoir un petit produit de plus qualité. Donc, Mhm. je n'essaierai pas de chercher d'autres solutions qui pourraient peut-être virer, d'essayer de réinventer la roue, là. Euh, Ça dépend vraiment, je dirais, d'attendre un peu puis d'aller chercher les bons outils. Exact, quand c'est en rabais au Canadian Tire. Mais oui, il y a Marco Yes, qui répond. sir. Hein. Marco FDFX qui pose une question que je peux répondre. Ces produits-là, si tu les cherches, ceux qu'on parle depuis tantôt, ils sont disponibles chez Mendo Cannabis. Tu peux faire point d'exclamation Mendo, sinon je t'ai mis le lien directement vers la section Earthwolf. Ça prend une prescription pour pouvoir Exact. commander chez Mendo, mais ils peuvent t'aider à obtenir ta prescription si jamais tu as besoin. Et Oh, grâce je à pense que Mendo, ben, ça c'est sera pas bien compliqué. non, puis grâce à Mando, c'est disponible maintenant d'un océan à l'autre, vos produits Canadian Wild. Yep. Puis, rester à l'affût, là, on a certains des petits produits là, qu'on n'a pas, malheureusement, on ne pouvait pas les lancer sur Mendo tout en même temps, mais on a le Afghan Kush Live Rosin qui va être disponible bientôt. Donc, c'est un produit à 13% de CBD, un rosin à 55% de THC, 13% de CBD. Puis, c'est le genre de truc qui n'est pas trop agressif, qui va être bien balancé. Donc, pour les gens qui veulent explorer le rosin, c'est vraiment user-friendly, comme on appelle. Là. Donc, un beau petit rosin Afghan Kush. On avait du beau hache noir, on a décidé de le presser pour faire un beau, belle petite résine foncée, là, bien caramélisée, qui sent bien terreux. Là. Ouais. Oh shit. Des scoops sur les prochains strains que vous êtes en train de cultiver. Yes. Let's go. On a aussi un autre produit qu'on a développé, qui est l'huile de hache. Donc, on a un processus avec des patents qu'on a puis pour notre équipement. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on infuse le hache mouillé. Fait que avant de le faire sécher, il y a certains haches comme le hache de plus basse qualité qu'on a gardé. Puis à partir du hache mouillé, on l'infuse, puis on extrait les huiles directement de là pour conserver les terpènes. Puis après ça, on fait ça avec de l'huile de coco certifiée biologique. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on le dilue simplement dans une huile extra vierge biologique aussi. Puis on a une huile qui est claire, puis qu'il n'y a pas de chlorophylle dedans parce qu'on a fait du hache. Donc, on n'a pas extrait le THC à partir de fleurs, on l'a OK. extrait à partir de hache. Donc, on a une huile qui goûte vraiment meilleure. Ça va vraiment goûter les terpènes à la place de goûter le vieux vert. Donc, nos huiles, on va lancer nos huiles en 2022. Donc, ça, c'est une autre affaire à garder à l'affût. Là. Y a-tu. J'ai l'impression que je me réponds en même temps que je pense, là, mais je veux dire, le THC qui peut se transférer à un corps gras, il y a une certaine limite. Même si vous partez d'un H, ça va pas faire en sorte qu'on a une huile plus concentrée automatiquement ou... Ah, vous seriez surpris, nous autres, notre processus, là, on commence avec l'huile de noix de coco pour faire l'infusion parce qu'on ne veut pas chauffer l'huile d'huile d'olive parce que l'huile d'olive devient amère quand on chauffe ça. Donc, mais quand on fait notre huile concentrée en noix de coco, on a à peu près, je vous dirais, 300 mg de THC par millilitre d'huile. Donc, What? c'est extrêmement concentré. Holy shit, ok, ça...
What the fuck? Fait Moi, que j'étais là, sûr qu'il y avait une espèce de limite, tu sais, qu'on se disait tout le temps quand on fait des bowls, t'auras beau. OK. Alors, ça rentre non, sur fait un que show temps. ouais, 300 mg par millilitre d'huile. Que nous autres, après ça, ce qu'on fait, un ratio de dilution, puis on envoie ça à 25 mg par millilitre d'huile pour mettre ça dans des bouteilles. Pour Puis là, suivre la aussi bouteille, la ce qui arrive, c'est posologie que. du Canada. Oui, exactement. Puis là, ben, Santé Canada n'autorise plus les bouteilles avec les droppers, comme on connaît, là. OK? Donc, toutes les pipettes dans les couvercles sont rendues non autorisées. Fait que là, maintenant, ça va venir avec une espèce de petite seringue en plastique. Fait que Ouais. c'est des espèces de bouteilles que c'est une goutte à la fois, mais vous pouvez rentrer la seringue puis vous Ouais, servir ouais, comme vous ouais. voulez. OK. Y a-tu un lien à Ça, faire avec. Tu sais, tantôt, on parlait des sacs, justement, là, tout ce qui serait en haut de. Je suppose votre 90 ou 120 microns. Est-ce que tu peux encore utiliser ça pour faire des edibles, pour faire de l'huile, pour faire de l'huile de hashish, puis tout ça? oui, c'est ça exactement. Fait que nous autres, le 120 microns, on utilise ça pour faire nos huiles. C'est pas l'idéal de prendre le 220 pour faire les huiles parce qu'il y a beaucoup de matière de plante là-dedans. Ouais, Donc, ouais. vous allez incorporer de la chlorophylle dans l'huile. Là, après ça, vous allez vous retrouver avec une huile qui est verdâtre, très amère. Ouais, Puis ça j'avoue, le va faire comme 200. ça goûte juste ça Mais, goûte le weed. mais le 120, ça fait du sens. C'était le deuxième qui nous en parle à la commu. Justement, on a allumé là-dessus en faisant la visite virtuelle de Big Live Resin. Puis justement, qui nous expliquait que ça, je prends ça pour mes edibles, ça, je fais mon hash avec, puis that's it, that's all. Je dis, OK, Ouais, shit. exactement. Ben, j'avais jamais Donc, pensé à ça, justement. Tu sais, tout le monde, on jette ça, cette espèce de sac-là, je suppose, quand ils font leur hash, mais you can keep it, puis tu peux faire des edibles. c'est ça, il y a d'autres utilités. Là. Écoutez, si vous avez séché votre hache, là, une fois qu'il est en poudre, là, ça s'active tellement vite quand c'est en poudre que vous pouvez cuisiner avec tellement facilement. Là. Vous pouvez mettre ça dans un. Vous pouvez acheter une boîte de Betty Crocker à l'épicerie, puis ajouter votre hache dedans, puis ça va s'activer au four. Là. Arrête, man, j'ai le goût des fois de mettre ta rosine direct sur une toast. C'est tellement elle a l'air d'un bon petit beurre. Écoutez, les brownies au rosin, là, ça rentre au poste, hein, puis ça goûte pas le cannabis. Je peux vous donner une petite recette vite. Là. Moi, je le fais avec le Venom OG parce que là, il est testé. OK. Là, vous avez le nombre de milligrammes de THC dans un gramme, puis vous savez qu'il y a un gramme dans le pot. Ouais. Fait que si, admettons, vous avez 68% de THC là-dedans, vous avez 680 mg de THC dans votre rosin. Fait que ce que vous faites, c'est que vous standardisez, vous prenez une recette de brownies, de muffins, puis souvent, il va y avoir un corps gras dedans, soit du beurre ou de l'huile de canola. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre huile dans un petit chaudron, puis vous le faites chauffer légèrement. Là, on ne parle pas de faire de la grosse huile chaude, là, juste pour la réchauffer, puis vous allez mettre le rosin dedans, puis le diluer dans votre huile. Puis le processus de décarboxylation va se passer dans le four quand vous allez cuire vos brownies. Fait que vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Fait que vous rajoutez votre huile dans votre mix à brownie avec vos œufs, votre sucre, tout le kit, puis vous portionnez. Puis après ça, ce que vous faites, c'est que votre batch, tu as juste à faire un petit mat rapide, là, 680 mg divisé par... Exactement, puis vous allez voir, ça va être... Mon gars, c'est ça, j'allais dire bain-marie, Potter, là, je pense du beurre, man, tu mets ta rosine dans une espèce de bain-marie pour être sûr de ne pas la chauffer trop, puis... Connais-tu le gars qui va essayer ça dans son live stream bientôt? Je pense que oui. Calice, ça me coûte cher, c'est correct, ça va à peine. Ça vaut à peine. Hey, le Larry, en passant, pendant que le Larry est là, juste faire l'annonce officielle, comme t'es beau, puis comme Doc Sekel aime beaucoup le serveur de Farming Simulator que tu fournis à la communauté, il a décidé de te donner la boîte de papier keb qu'il a gagné au giveaway, comme lui, il fume pas, man. Fait que tu vas avoir une belle boîte de papier keb qui s'en vient vers chez toi, mon beau Larry. N'hésite pas à aller choisir ça, puis à m'envoyer qu'est-ce que tu veux, puis avec ton adresse, on va te shipper ça. Excusez. Fallait que je dise, on attendait qu'il arrive tantôt. Let's go, le beau Larry. Ben, nice. Yes. On a une belle commune, man. Ça partage. Hostie. Ah, man, je sais pas si vous avez d'autres questions, chat, ou si vous êtes satisfait. Moi, j'ai la tête en feu, mon gars, de tellement de savoir. Je suis comme tellement... J'ai une espèce de façon, il va falloir que je m'habitue, là, mais tu sais, pendant que je fais des podcasts comme ça avec des gens super intéressants comme toi, avec Jay la dernière fois, ça m'a fait la même chose avec Frenchie, c'est quand même, je pense juste, oh my god, je peux pas croire qu'il va y avoir autant de gold sur YouTube, man, mais il faut que je m'arrange pour que le monde voit la vidéo plus tard parce que c'est trop bon, tous ceux qui sont pas passés. Fait que des fois, j'ai l'impression que j'en échappe, puis j'en oublie, puis là, demain, je vais être comme, fuck, j'aurais dû parler de ça, puis vous êtes supposé être là pour ça, chat. Il doit y avoir des... Il y en a pas juste une, hein? On peut revenir plus souvent. Fait ah, c'est clair, ça. on peut...
Prochaine fois, on les accumule, les questions. Là, vous pouvez les rentrer sur Discord, là, puis on peut en parler. Là. Yes. Puis il y a un questionnaire qui s'en vient demain, d'ailleurs, que Gabriel va vous faire passer sur le Discord, vous poser quelques questions, voir si vous avez bien suivi ce soir, si vous voulez avoir votre diplôme de Press Master. Mais je tiens à lancer ça parce que j'aime ça lancer des choses dans l'univers, man. C'est comme des graines que je sème puis que je vais récolter plus tard. Là. Mais j'ai une discussion présentement avec des gens qui pourraient peut-être m'accueillir dans le coin de Vancouver. Puis si j'ai la chance d'aller là-bas, clairement que je me fais une espèce de voyage de 2 semaines, puis il faut que j'aille vous visiter, voir vos installations, quelque chose aussi, là. Faire une tournée ou quoi que ce Yes. soit. Là. Mais ça, c'est clair que je mets ça dans mon Écoutez, to-do list. il va y avoir le lift qui va se passer à Vancouver au mois de juin. On va être là. On vous attend. Puis, il y a toujours possibilité de faire la visite de la ferme si vous êtes prête à commit. Parce que c'est un petit peu, c'est quand même un 3 heures de Mhm. Vancouver de route. Et Fais si pas vous peur. voulez visiter la ferme, puis vous voulez rentrer là, on va en organiser des événements comme ça. On attend juste que là, les procédures du foutu virus qu'il y a en ce moment. On est Mhm. obligé d'être limité là-dessus, mais éventuellement, ça va s'améliorer. Puis on veut juste ça, que le public voie comment on travaille à la ferme, puis voir c'est quoi avoir une ferme de cannabis. Donc, Let's go. J'ai fait une vidéo sur le canatourisme, la feuille verte, qui est plus dans le chanvre de leur côté. Mais oui, man, c'est clair que si j'ai la chance d'y aller, man, let's go. Puis on se fait une visite, puis tout, man. Au mois de juin, c'est quoi? Tu vas avoir déjà planté. Il va y avoir quand même quelque chose qui commence à pousser. Ce sera pas la grosse récolte avec les buds et ouais, tout. non, au mois de juin, on est encore en stade végétatif au mois de juin, donc ils sont encore en croissance. Ça va être beau. Ça va être beau. Je tiens aussi à te poser la question parce que je vais vouloir en parler dans mon review. Je sais que ta collègue qui était là, qui, je sais pas si elle est encore là dans le chat, mais elle a fait des recherches. T'en as abordé, t'en as parlé un petit peu, là, mais elle a fait des recherches par Yes. rapport aux effets, je sais pas si c'est le THC ou le CBD, mais sur des maladies ou des troubles bien précis. Fait que je peux en parler un peu. Je suis pas biochimiste Non, du tout, je donc sais que je peux pas rentrer dans les ça détails. serait plus elle que j'aurais aimé Mais m'adresser, mais elle parle pas français, je pense, aussi bien que toi, de ce que non, j'ai c'est bien ça. compris. Mais Mais j'ai moi, je trouve ça hyper important parce que le background de la compagnie, le fait que vous fassiez ces efforts-là, ça, c'est pas assez mis de l'avant par beaucoup de personnes. Fait que voilà, j'arrête de te couper, c'est je te laisse. ça. Fait que en ce moment, on sponsor ou on fournit le matériel pour des études sur certaines conditions qui pourraient être réglées avec certains cannabinoïdes de cannabis. Donc, on est en partenariat avec l'Université de Calgary, puis on leur envoie des produits qu'ils ont besoin pour faire des tests pour leurs études. Puis ça, c'est l'étape avant d'aller en études cliniques. Une fois qu'on a fait l'étude clinique, après ça, on peut faire un medical claim. Fait qu'on peut vraiment affirmer que le cannabis a des effets médicaux prouvés scientifiquement par des études cliniques. Fait que là, en ce moment, on est encore en études laboratoires. Puis, l'Université de Calgary travaille présentement sur les effets que le CBG et le CBD auraient pour améliorer les conditions du côlon irritable. Donc, ça a été vraiment observé que le CBG pourrait avoir des effets thérapeutiques et diminuer l'intensité des problèmes causés par le côlon irritable. Donc, ça, c'est une des études qu'on est en train de sponsor en ce moment. Une autre étude aussi, c'est sur les crèmes, donc les topicals. On est en train de faire une étude à propos des terpènes, si les terpènes auraient plus un effet anti-inflammatoire et antidouleur que le THC aurait en tant que tel. Donc, on fournit des crèmes qui sont riches en terpènes pour eux autres, pour qu'ils puissent prouver que les terpènes auraient plus d'effet que le THC en tant que tel dans les produits pour la peau. Wow. Donc, ça, c'est dans les études qu'on est en train de faire. Puis, le but, c'est vraiment d'avoir un medical claim sur le cannabis. Donc, un petit peu la structure de la compagnie, c'est que les profits engendrés par la compagnie sont réinvestis en recherche. C'est fou, man. C'est fou parce que ça vous donne une espèce de background tellement plus intéressant que les autres compagnies qui se lancent là-dedans, qui sont plus monétaires, business-wise. Ça prend de la business aussi, là, je veux dire. C'est pas que du mauvais, mais que vous ayez à cœur les patients, mais aussi de faire avancer la recherche pour que, justement, après, ce soit plus justement accessible puis plus
facilement prouvé que tel patient, on devrait lui recommander telle molécule du cannabis. Là, tu viens de parler de CBG. On a mentionné un petit peu que certains de vos produits en avaient beaucoup. Puis il faut que je pose la question. Qu'est-ce que le CBG? Peux-tu nous le présenter? On connaît le THC, on connaît le Yes! CBD. CBN Fait commence à être que connu. CBD, le cannabidiol, le CBG, c'est le cannabigérol. Le CBG est précurseur de tout autre cannabinoïde, ce qui veut dire que quand ta plante sort de son pour tomber en floraison, elle commence à produire des cannabinoïdes. Le premier cannabinoïde qu'elle commence à produire, la plante, c'est le CBG. 100% des cannabinoïdes produits par la plante, c'est du CBG. Et éventuellement, le CBG se transforme soit en CBD, THC ou en CBC. Donc, c'est vraiment le cannabinoïde précurseur. Quand on arrive à la fin de maturation de la plante, normalement, tout le CBG a été converti en soit CBD ou THC ou CBC. Mais si vous récoltez une plante qui est prémature, vous allez vous retrouver avec plus de CBG. Maintenant, il y a des génétiques de plantes qui vont conserver un ratio de CBG tout en arrivant à maturité. Donc, c'est vraiment plus complexe d'aller retrouver du CBG et du THC dans la plante parce que c'est plus à travers la génétique. Elle a été à travers son cycle de maturation. Et le CBG qui avait été converti a été converti, mais elle en a conservé une certaine partie. Si, admettons, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent ah oui, ton produit est riche en CBG parce que vous avez récolté trop tôt. Mais si on avait récolté trop tôt pour avoir du CBG, on n'aurait pas les terpènes dans le produit. Donc, c'est vraiment la génétique qui a conservé les CBG pendant tout le cycle de maturation de la fleur. OK. On disait aussi, je pense que le CBG va avoir des effets. Je suppose qu'on n'a pas encore d'études tant que ça là-dessus, mais parlait de weed café, énergisant un peu. CBG is the new coffee. C'est-tu dans ce genre de molécules-là? Écoutez, c'est pas mal des anecdotes. C'est beaucoup de moi j'ai essayé, puis c'est ça que ça me fait, Mhm. puis lui il dit ça, l'autre il dit ça. Moi personnellement, mon expérience personnelle avec le CBG, c'est que ça me donne une clarité d'esprit. Donc, sans trop me cogner sur la tête puis me mettre lourd comme d'autres certains types de haches que je vais Un fumer. focus un peu. Celui-là, je vais vraiment pouvoir relaxer, mais je suis éveillé mentalement. Fait que c'est pour ça que pour moi, gamer, j'adore consommer du CBG quand je game parce que ça me garde, ça me met constamment en état d'alerte. Donc, je veux dire, c'est optimisé. Ouais. De là à être le nouveau café, je ne sais pas. Si ça améliore l'état mental puis être un petit peu plus alerte, je peux comprendre pourquoi ça pourrait remplacer le café. OK, OK. Nice, nice, nice. J'ai une question aussi qui me vient parce qu'il y a des gens qui disent que ça donne le goût de travailler pour votre business puis d'aller vous rejoindre dans votre ferme. J'ai beaucoup de viewers qui sont jeunes et moins jeunes, mais qui s'intéressent justement à comment s'investir ou avoir la chance de travailler dans le domaine du cannabis. Maintenant, toi, avec le parcours que tu as, puis avec le bagage que tu as, si tu avais à conseiller là, ton jeune cousin ou quoi que ce soit, quelqu'un qui est passionné par les plantes, puis qui dit, moi, je vais aller aux études, qu'est-ce que tu me conseilles, ton Gabriel? Écoute, je l'ai faite pour un de mes amis proches qui voulait commencer à travailler dans un LP au Québec, puis je l'ai guidé de A à Z. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est les podcasts. Écoutez, si vous avez le temps d'écouter des podcasts à propos du cannabis, je peux toutes les dropper dans le Discord, ça va me faire plaisir. C'est sûr, c'est en anglais, mais si vous avez soif de connaissances, puis que vous voulez recevoir cette information-là, l'interpréter, puis pouvoir améliorer votre perception du cannabis, les podcasts, puis beaucoup de YouTube, Internet, je veux dire, il commence à avoir des cours d'école que vous pouvez aller faire, mais il faut comprendre que c'est tout récent comme programme, puis que l'expérience en tant que telle dans le cannabis se trouve avec les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont fait ça pendant des années. Donc, toutes les figures populaires que vous connaissez, c'est vraiment la référence que vous pouvez avoir la plus précise en termes de cannabis. Maintenant, une fois que vous avez fait le move puis que vous êtes rentré dans l'industrie, vous allez avoir accès à la science en tant que telle, donc tout ce qui est les COA,
l'information sur tous les termes scientifiques, ça va venir par après. Mais en étant passionné, puis en allant chercher l'information, si vous êtes autodidacte, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Il n'y a pas l'université du hash, l'université du cannabis, c'est l'expérience que vous allez acquérir. Donc, c'est vraiment aller voir les gens, parler avec les gens, aller dans des regroupements de passionnés de cannabis, de hashmakers, puis aller parler, même si vous n'êtes pas dans l'industrie, puis vous allez voir un master hashmaker, ça va lui faire plaisir de partager son savoir avec vous. Puis après ça, vous allez pouvoir en prendre la graine puis aller l'appliquer ailleurs. Puis après ça, peut-être qu'éventuellement, vous allez pouvoir éduquer d'autres personnes qui ont besoin de cette information-là. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment en partageant l'information puis en étant transparent avec les gens que ces outils-là peuvent être utilisés pour s'améliorer. Clairement, il y a Gorgon qui demandait c'est quoi les meilleurs ouvrages, les meilleurs livres ou articles, puis tout, je te dirais, il va nous poster des podcasts puis des choses comme ça, puis peut-être des liens vers des sites web sur le Discord. Je pense que je vais peut-être faire une section juste podcasts et ressources, là, qu'on mettra du stock en mode on n'a pas de conversation là, mais c'est juste des liens intéressants. Puis je voudrais, je vais avoir l'air du gars qui ramène ça encore à moi puis ma commu, mais justement, ce qu'il est en train de décrire là, c'est un peu ce que vous avez aussi la possibilité de faire sur le Discord. Fait qu'hésitez vraiment pas à rejoindre, point d'exclamation Discord pour avoir le lien. Non seulement maintenant on a Gab, j'ai d'autres gens aussi de l'industrie, vous les voyez on and off sur le Discord. On a Morrison, on a d'autres presseurs de hash, on a des presseurs de concentrate aussi qui aiment ça vous aider. Je pense que je peux dire aussi qu'on a un des environnements les moins troll ou toxique. Une fois de temps en temps, on se pince sans rire, puis prenez-le pas mal aussi. Des fois, si quelqu'un met un emote qui rit ou un petit chien Shiba qui rit, mais bref, c'est quand même dans le respect que c'est fait sur le Discord. J'aime ça. Parfois, je vois d'autres environnements, sans nommer d'autres sites web ou quoi que ce soit, où est-ce que les gens se font juger beaucoup à poser des questions, où ils postent un produit, puis tout le monde est comme « Il est à chier ton hache, ça doit pas bobler. » Nous, on est quand même dans le respect, puis dans l'avancement de l'équipe en gros, puis dans le partage de savoir. Donc, merci. First, à tous ceux qui participent sur le Discord, merci Gabriel d'avoir rejoint également. Mais ouais, n'hésitez vraiment pas à rejoindre. T'allais dire quelque chose? Une petite question que j'ai vue de Poutine que je voudrais répondre. C'est quoi la relation de Bubbleman avec Whistler Tech, Whistler Thérapeutique et Earthwolf Farms? Bubbleman, Marcus Richardson, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, puis est en très proche relation avec les cofondateurs de Whistler Technologies et Thérapeutique. Bubbleman a aidé à concevoir la technologie derrière les machines pour extraire le hash chez Whistler Thérapeutique. Donc, c'est le chef ingénieur en trichome à Whistler Technologies. Mais par exemple, il n'a aucune relation avec Thérapeutique ou Earthwolf Farm. Comme vous savez, il y a sa propre brand qui va sortir bientôt, donc le Bubbleman Rosin. Donc, c'est juste que tout son savoir a été utilisé pour la conception de l'équipement chez Technologies. Excellent, excellent. Donc, les machines de brasse, les sacs aussi, l'espèce de... OK, insane. Exactement. C'est fou, c'est fou. Je pense qu'on va arrêter ça, là. Man, honnêtement, on a 2 heures de fucking pure gold. J'ai l'impression que je presserais trop mon bag dans la presse présentement si je continue, man. Tiens, on va faire une belle analogie pour terminer ça. Écoute, mon gars, je veux que le chat, droppez du love, droppez du remerciement pour la générosité de Gabriel, la générosité aussi de Brichma, sa collègue qui est passée également. Brichna, pardon, qui est passée également dans le chat aujourd'hui. Merci également pour les fucking beaux produits que vous faites, man. C'est presque dur pour moi d'avoir eu la chance de commencer avec des aussi bons produits, puis après ça, de voir commencer à faire des reviews de trucs que je suis comme « What the fuck is this shit? » Mais bon, merci infiniment, man, pour la qualité. Merci à Mendo J qui m'a mis en contact avec vous à Toronto. Sans lui, man, sans le fait qu'il m'ait grabé pour venir m'asseoir à la table avec vous autres, je serais pas en train de faire ce podcast-là avec toi. Il n'y aurait pas autant de beaux savoirs qui se seraient partagés. Puis si on n'est pas en train de déstigmatiser la plante en partageant cette espèce de beau savoir-là scientifique dessus, man, présentement, je sais pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis c'est exactement pour ça que j'ai commencé à faire du contenu sur le cannabis, fait que merci infiniment de m'aider à réaliser ce but-là, man, c'est insane.
Je sais pas si Écoute, tu ça as... fait plaisir. Puis encore une fois, je vais rester actif sur Discord. Fait que si vous avez vos questions, n'hésitez pas. Puis ça me fait plaisir de partager du knowledge sur toute la science du cannabis. Puis je veux dire, moi, personnellement, je suis content que les gens l'aient partagé avec moi. Fait que je vais faire la même chose, puis je vais donner au suivant. Merci infiniment, man. Fait que je te laisse aller. Merci encore. Puis on se revoit sur Discord Hey, ou ailleurs, man. merci. Bonne soirée à tous. Peace out. Ben, c'est là-dessus que va se terminer ce podcast. Le stream n'est pas terminé. Par contre, n'hésitez pas, si jamais vous ne me suivez pas sur Twitch également, de venir me suivre sur Twitch, twitch.tv/Blackpool. J'ai d'autres podcasts aussi qui ont été faits. Vous pouvez les retrouver sur YouTube ou sur les bonnes plateformes de podcast. Peut-être que vous êtes en train de l'écouter sur une de celles-là. D'ailleurs, merci encore une fois à Gabriel, c'est insane, man. J'ai la tête qui tourne, j'ai tellement d'affaires d'infos, puis tout. Je vais fou quand c'est le fun de même. Et merci aussi à Jay, encore une fois. Puis ben, les produits qu'on parlait se retrouvent chez Mando Cannabis. Si jamais vous voulez vous les procurer, ils peuvent vous aider à avoir votre prescription. Vous voulez encourager ma chaîne pour que je continue à faire du contenu intéressant comme ça, n'hésitez pas à vous inscrire chez Mando Cannabis avec le code Blackpool. Ça l'aide énormément. Merci aussi à tous ceux qui laissent des petits pouces sur cette vidéo-là, puis laissez vos commentaires, vos questions. Peut-être que des fois, Gabriel va passer, va voir des questions, va venir vous répondre sur YouTube, ou j'y amènerai directement sur le Discord. Je fais bientôt le review de ces produits aussi. Si vous voyez le podcast avant le review des produits, ben, surveillez le review des produits qui va être sur ma chaîne YouTube bientôt. Merci. Peace out, YouTube.